je vais commencer ça ici. On va remonter un petit peu. C'est toujours un peu fastidieux quand on commence parce que j'ai le menu. Et voilà. C'est parti. Et c'est parti. Donc, c'est donc, comme je vous disais un peu, aujourd'hui, on va aborder la notion de travail, le travail par lequel on obtient quelque part une place ou du moins les ressources à l'intérieur de notre société. Et également, on va avoir quelques influences sur l'école qu'on va aborder un peu plus tard dans la séance. Donc, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner dès le départ, c'est que, on a un peu vu avec la sociologie, on s'intéresse notamment aux rapports sociaux, les liens qui unissent les différents individus entre eux. Donc, c'est ce qu'on nomme les rapports sociaux. C'est quoi? C'est les relations que l'on a entre personnes, les interactions, les liens d'interdépendance également. Pensez par exemple au fait d'avoir les enfants par rapport aux parents, ce sont des rapports sociaux, mais davantage des liens d'interdépendance qui vont s'établir entre les individus et également entre les groupes selon la position de ces individus-là à l'intérieur de l'organisation sociale. Donc, on retient un peu qu'on a des relations avec les gens qui nous entourent et que ces rapports sociaux-là vont être différents en fonction de la position que l'on occupe à l'intérieur de la société. Donc, on a un peu cette idée-là de rapport social. Il y a trois grands principaux rapports sociaux qui nous intéressent aujourd'hui. Les rapports sociaux de classe, qui vont être ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, entre les différents groupes à l'intérieur de la société, essentiellement en raison de l'économie. Les rapports sociaux de sexe, qu'on a un peu vu avec la socialisation genrée, et les rapports sociaux de racisation, qu'on va voir un peu plus loin dans la session, sur les rapports sociaux qui vont unir les gens de diverses origines ethno-culturelles. Donc, on a un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a des rapports sociaux qui vont unir les individus les uns avec les autres. Et les rapports sociaux, on va s'intéresser, nous, aujourd'hui, aux rapports sociaux de classe, les rapports qui vont unir les individus en fonction de leur position dans l'échelle, si on veut, socio-économique. On va, dans un premier temps, s'intéresser un peu au discours de légitimation. En gros, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on considère qu'il est légitime que des individus aient beaucoup et des individus aient peu? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne manifeste pas dans les rues par rapport à la pauvreté? Est-ce qu'il y a quelque chose dans un discours, une manière de voir la société qui, à quelque part, vont légitimer ce que la position de chacun? Je vous dis ça comme ça, je vous pose une petite question. Si quelqu'un veut allumer son micro, sinon je vais continuer, mais est-ce que spontanément, il y a quelque chose qui peut pour vous expliquer le fait qu'il y ait, pas pour vous, mais dans la société, un discours qui est répandu dans la société qui explique à quelque part pourquoi il y a des individus qui ont beaucoup et des individus qui ont très peu? Spontanément, s'il n'y a pas de note, là, on fait juste jaser. Vous pouvez lever votre main ou tout simplement, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent répondre pour tout de suite, simplement ouvrez votre micro et dire ce que vous pensez. Oui. Est-ce que ça peut être en lien avec les études? Tout à fait. On peut dire, quelque part, la personne a une meilleure position sociale en raison de ses diplômes, par exemple. Jean-Félix, je vois que tu n'as pas ton micro allumé. Moi, je m'en allais un petit peu ailleurs. Moi, je parlais un petit peu du capitalisme. Le fait qu'on est dans une société de consommation, de matérialisation aussi, qui fait que les gens ne veulent pas perdre la hiérarchie et le pouvoir, dans le fond. Exactement, parce que comme tu soulignes un peu, Jean-Félix, je fais un peu de millage sur ce que tu viens de dire, mais il y a des privilèges qui sont associés au fait d'avoir beaucoup. Est-ce que ces individus veulent perdre? Pas nécessairement. C'est-à-dire que dans la position des plus nantis, ils ne peuvent que perdre à ce moment-là s'ils remettent en question un peu la manière par laquelle est organisée la société. Mais si je vous dis spontanément, une personne qui est défavorisée, est-ce que vous pouvez me la décrire en termes très stéréotypés? Je sais que vous ne pensez pas ça. Les stéréotypes, les préjugés qu'on entend sur des gens qui sont défavorisés. Paresseux. Tout à fait. Tu peux en dire d'autres. Je sais que tu ne penses pas et que tu n'es pas une mauvaise personne. Malhonnête.
Qu'est-ce qu'on dit d'autre? À fond, ça serait l'idée un peu, on va revenir un peu sur le cours sur la déviance, mais l'idée en quelque part que les contextes sociaux peuvent amener des individus absolument ordinaires à commettre des crimes pour subvenir à leurs propres besoins, hein, d'où la notion de l'association avec la malhonnêteté. Mais je crois que tu as quand même mis le doigt sur l'élément principal, la paresse. Hein? C'est-à-dire qu'on a un peu cette idée-là, ben, ils sont paresseux, tabarouette. C'est pour ça, quelque part, qu'ils méritent leur position de moins valorisée. Hein? Quelque part, ils ont peut-être moins de valeur. Certains diront même, bon, quelqu'un dit par rapport à l'éducation, mais dans le discours, peut-être également qu'on peut dire peut-être qu'ils sont moins intelligents, hein, qu'ils sont allés moins aux études parce qu'ils étaient moins intelligents. On va critiquer ça. Hein? Je vous dis tout ça, c'est pas ce que moi je pense. Donc, on a un certain discours, mais c'est un peu l'idée auquel on va s'intéresser dans la première partie, les discours de légitimation. Comment, quelque part, on a des discours sociaux qui visent à légitimer, à rendre naturel, à quelque part, des positionnements inégaux pour les individus à l'intérieur de la société. Le grand discours qui est le nôtre, je vais sans mes diapos, je prends un peu d'avance, mais on va les regarder ensemble quand même, c'est le grand discours de la méritocratie. Hein, vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. En gros, c'est quoi la méritocratie? Bien, théoriquement, nous vivons dans des sociétés méritocratiques. En gros, vous n'avez pas votre position sociale en raison de votre naissance, hein, comme dans les sociétés, par exemple, à la Renaissance, mais également au Moyen-Âge, hein, l'idée un peu que tu es un enfant de noble, tu vas être un noble, tu vas prendre sa place uniquement, tu vas prendre la place de tes parents, tout simplement. Mais on a un peu ce discours-là qu'on n'est plus dans ces sociétés-là. Les gens ont leur position sociale en raison de leur mérite personnel, hein, en raison de leur travail acharné, en raison de leur aptitude psychologique ou leur aptitude physique, par exemple. Donc, on a ce discours-là qui est le nôtre. Et dans ce discours-là, c'est un peu, on dit que, effectivement, les sociétés sont inégalitaires, mais à quelque part, grâce au régime, grâce au système capitaliste, hein, comme le signait Jean-Félix, mais les plus aptes vont réussir à aller capter le plus de ressources sur le marché économique. Hein. Donc, on a un peu ce discours-là qui est le nôtre. Le discours méritocratique est très, très profondément ancré, surtout en Amérique du Nord, hein, où est-ce qu'on a véritablement ce discours-là. Eh bien, vous pouvez bien critiquer la société, mais n'empêche qu'elle est fondée sur la liberté. Chacun a la place qui lui revient, hein, en raison de son mérite. Hein. C'est du moins le discours. Mais dans les faits, j'imagine qu'on a déjà vu un peu, on a déjà discuté lors des cours précédents, vous vous dites sûrement qu'il y a anguille sous roche. Hein? On avait déjà un peu discuté, mais est-ce que toutes les personnes partent avec la même position de départ? Ben non. Hein? C'est un peu l'idée quand je parlais de l'exemple du Monopoly. Eh bien, au Monopoly, si je commence avec 5 000 $ dans mes poches et que Brigitte commence avec 50 $ et que je gagne, peut-être que je ne suis pas le plus apte, peut-être que je ne suis pas le meilleur, peut-être que j'ai eu une position sociale avantageuse de départ. Bien, malgré qu'on sait tous ces éléments-là, on est fortement attaché à ce discours-là de la méritocratie. Hein? Parce qu'à quelque part, on se dit, comme vous, hein, vous allez finir avec un diplôme, votre formation, mais vous les dites, là, ce n'est pas à cause de la société. Non, c'est à cause de moi, j'ai travaillé fort, puis je mérite ma position sociale. Hein? Donc, on a ce discours-là qui est quand même fortement ancré. Donc, j'aimerais reculer un peu en arrière et vous présenter quelques éléments. Excusez-moi. C'est un peu le discours, hein, qu'on a, un discours qui est essentialiste. Hein. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est qu'on a, à quelque part, hein, ça serait fondé dans la nature. Hein. L'idée, en quelque part, qu'il y a des gens qui seraient plus intelligents, qui auraient le plus d'aptitude physique ou d'aptitude psychologique. Et on a un peu ce genre de discours-là qui va venir légitimer les inégalités sociales. Les gens qui sont en haut de la pyramide, à quelque part, ils vont mériter leur position. Et ce discours essentialiste-là, hein, qu'on a un peu vu, par exemple, dans le cours sur la socialisation genrée, hein, pour ceux qui étaient restés un peu après le cours sur la socialisation, mais c'est un peu l'idée que les différences entre les hommes et les femmes, ils viennent de la nature, puis à quelque part, on ne peut pas remettre ça en question. C'est un élément de nature, c'est comme ça, la nature l'a voulu ainsi. Mais on a un peu le même discours avec les inégalités sociales, c'est-à-dire qu'il y aurait des gens plus aptes, qui seraient nés plus aptes que d'autres, et que, à quelque part, ils méritent tout simplement leur position. Hein. Ce sont donc des lectures qu'on nomme essentialistes. Eh bien, ces discours essentialistes-là vont également amener ce qu'on nomme la violence symbolique. En gros, c'est quoi? Vous connaissez la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique, ça va.
La violence symbolique, c'est quoi? Mais c'est cette idée-là assez particulière qui dit que c'est pas, on ne va pas utiliser la violence telle qu'elle, la violence physique auquel on peut imaginer, mais c'est l'idée tout simplement qu'on va intérioriser un discours qui va finir par légitimer une position qui est absolument inégale, à la fois pour les individus exploités, dominés, et même ceux qui sont, si on veut, qui ont des privilèges par rapport à cette position-là. En gros, ben, on a un peu cet exemple-là. Je prends un exemple, on va revenir un peu plus tard. Moi, quand j'étais jeune, j'étais persuadé que les personnes qui venaient de France étaient plus intelligentes parce qu'elles s'exprimaient mieux. Hein? Vous avez sûrement déjà senti ça, et c'est quand même au Québec, on est un peu fort là-dessus. Des fois, on est un petit peu gêné par rapport à notre accent, puis on parle bien mal au Québec, puis on dit qu'effectivement, je crois que vous n'avez pas raison, les prélugolèmes. Voyez-vous, c'est un peu cette idée-là, cette idée que, ben, on va intérioriser une forme de domination comme étant naturelle. Ça veut dire que ben, ça va de soi que ben, les personnes, effectivement, c'est pas qu'on parle des langues différentes, c'est eux parlent bien et nous parlons mal. Ben, c'est ça la notion de violence symbolique, d'intérioriser une situation inégalitaire comme étant absolument naturelle et fondée. Et on a cet élément-là avec ce qu'on nomme la pauvreté, c'est-à-dire que ben, les gens favorisés vont considérer qu'effectivement, ils méritent leur position et qu'à quelque part, ben, les pauvres auraient pu travailler plus fort. Et de l'autre côté, ben, on a des individus qui, là, je vous ramène la vieille expression, ben, ont absolument conscience d'être nés pour un petit pain. On a déjà entendu ça, j'imagine, pour plusieurs d'entre vous au Québec, être né pour un petit pain, mais c'était une forme de violence symbolique. Si les Canadiens français n'étaient pas hauts dans la pyramide, si on veut, de l'économie, ben, c'est simplement parce que, ben, comme peuple, on n'est peut-être pas grand-chose finalement. On est né pour survivre, puis on n'est pas né, nous, pour occuper des grands postes de PDG ou d'université. On est né pour un petit pain. Mais c'est ça, la violence symbolique, c'est de considérer finalement que sa position, on sait que c'est le produit d'un rapport inégalitaire, va de soi, est absolument normal et quelque part, il faut trouver la source de ces inégalités-là à l'intérieur des individus eux-mêmes et non pas à l'intérieur d'une société profondément inégalitaire. Jean-Félix. Juste pour être sûr de bien comprendre, au niveau de la violence symbolique, ça serait-tu comme des éléments culturels ou normatifs qui seraient discriminatoires? Exactement. C'est un peu le discours qu'on va. Dans le fond, c'est les. Ben, je peux vous lire c'est pas très grave la vraie définition, mais excusez-moi. Je peux vous le mettre ici. Violence symbolique, c'est justement des formes de violence qui sont peu visibles et non physiques, qui s'expriment à travers des normes sociales et qui s'observent évidemment dans les structures sociales. Donc, c'est un peu l'idée, par exemple, de considérer les codes de conduite, où on a vu un peu l'habitus culturel qu'on avait vu dans le cours sur la socialisation, mais qu'il y a des individus qui auraient moins de valeur, que leur culture aurait moins de valeur par rapport à une autre. C'est, par exemple, il y a un bel exemple de ça, là, je vous rappelle un vieux souvenir pour ceux qui se rappellent, le fameux film Titanic, que vous avez peut-être tous vu. Eh bien, vous vous rappelez la grande différence, là, vous en rappelez, vous n'avez pas vu hier, là, mais je vous rappelle la différence flagrante qu'il y avait entre la troisième et la première classe. La première classe, les gens étaient, si on veut, on dirait même pas habillés d'une certaine manière. On dirait qu'ils sont bien habillés. C'est ça la violence symbolique. C'est de considérer que c'est juste mieux. C'est pas différent, c'est simplement mieux. Ils sont bien habillés. Ils mangent des aliments qui sont sophistiqués. Même là, encore une fois, la sophistication serait toujours celle des gens en haut de la pyramide. Donc, ils mangeraient des biens sophistiqués. Et également, ils écouteraient de la musique qui aurait plus de valeur socialement. Par exemple, c'était du violon qui jouait, je crois, avec la musique classique un petit peu. Et on se retrouve en troisième classe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a du bruit, le monde rit, on boit de la bière, le violon qui est utilisé, le même instrument, mais qui est utilisé pour, on va dire, des gigs. Je n'ai pas le meilleur terme, mais on joue du violon, si on veut, pour que les gens dansent et tout ça. Bien, on a un peu cette idée-là que si je vous demande à vous, quel est le groupe qui a le plus de valeur socialement, qui si on veut, serait plus raffiné, serait plus sophistiqué, et serait mieux, si on veut, qui parlerait mieux et qui serait mieux habillé, spontanément, on va dire, c'est les gens de la première classe. Mais d'intérioriser ce discours-là, c'est-à-dire d'intérioriser l'idée qu'il y a des groupes qui sont plus méritants et tout ce qu'ils font est mieux que ceux des groupes un peu qui sont moins socialement valorisés, c'est ça, la violence symbolique. C'est-à-dire c'est une forme de violence qui s'exprime par pas des moyens physiques,
pas des moyens, si on veut, c'est pas du harcèlement psychologique, mais c'est simplement l'idée qu'on va considérer qu'il y a un groupe qui, tout ce qu'ils font est socialement plus désirable qu'un autre. Hein? Puis c'est d'intérioriser ce discours-là. La manière de s'exprimer est véritablement un exemple de violence symbolique. Hein? Ça veut dire que, on se promène un peu, par exemple, vous avez sûrement des groupes sociaux qui appartiennent, bon, des individus qui appartiennent à plein de groupes sociaux, peut-être qu'ils s'expriment d'une manière différente, mais on va toujours, pas toujours, mais on va avoir tendance à considérer ceux qui s'expriment dans un langage davantage radio-canadien comme ayant, si on veut, plus de valeur socialement, du moins dans la manière qu'ils ont de s'exprimer. Mais c'est un peu ça, la violence symbolique, et c'est une manière de légitimation des inégalités sociales. À quelque part, ne méritent-ils pas une plus grande part du gâteau s'ils sont plus sophistiqués, ils sont mieux habillés, ils sont plus, si on veut, je n'ai pas un troisième qualificatif. Mais vous comprenez un peu l'idée, hein? C'est-à-dire qu'on intériorise finalement ce discours-là. Et on va en discuter plus tard hein, dans la session, mais c'est-à-dire que rapidement, je fais vraiment je tourne un peu les coins ronds, mais regardons un peu l'idée qu'un rapport d'exploitation entre un groupe et un autre ou un rapport de domination entre un groupe et un autre ne peut à quelque part se passer par le consentement du dominé. Alors, on peut se dire, voyons, je ne consens pas ça, être exploité, être dominé, mais si on intériorise le discours qu'à quelque part, eux méritent, si on veut, leur position privilégiée, on finit par le consentir même de manière involontaire. Hein, c'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement, l'organisation sociale est légitime et que finalement, on est dans une société méritocratique. Je n'ai qu'à aller aux études, je n'ai qu'à travailler plus fort, je n'ai qu'à faire de l'overtime pour améliorer ma situation, sans véritablement remettre en question le système tel qu'il est organisé par lui-même. Il y avait une question ici dans le chat. Lise, est-ce qu'il va y avoir une violence symbolique dans la famille? Je n'ai pas d'exemple spontanément, mais je prends un exemple qui est un peu plate parce que je l'ai déjà un peu évoqué. Hein. Imaginons une famille recomposée, composée par quelqu'un qui vient directement de la France et qui marie quelqu'un de la famille ouvrière et le rapport qui pourrait s'installer hein, par rapport à la haute culture et la culture populaire hein, qu'on installe également. C'est un peu cette idée-là, entre l'idée que qu'est-ce qui fait en sorte que c'est plus légitime d'aimer le théâtre et les musées plutôt qu'aller au Monster Truck? Dans les faits, c'est deux activités, mais le fait d'intérioriser une image, un type d'activité comme étant plus légitime qu'un autre, c'est une forme, encore une fois, de violence symbolique, d'intérioriser hein, les manières de faire et d'être de la classe dominante comme étant objectivement meilleures. Hein, donc, c'est un peu ça, cette idée-là. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, sûrement pas, hein, parce que j'ai patiné un peu autour. Pas patiné, mais un peu détourné. Je pensais au rapport homme-femme. Oui, effectivement, tu as absolument raison. Excuse-moi, je te coupe la parole, je suis vraiment une mauvaise personne. Mais il y a cette idée-là aussi, hein, avec les rapports hommes-femmes, de considérer que les métiers traditionnellement masculins ont plus de valeur que les métiers traditionnellement féminins. Être un gars de la construction, ça a quand même plus de valeur qu'être éducatrice en l'enfance, hein, franchement. Mais c'est un peu cette idée-là. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que dans les rapports genrés, on a tendance à valoriser davantage les métiers masculins plutôt que les métiers féminins. La même chose par rapport aux rôles sociaux. Les rôles sociaux du pourvoyeur, salarié pourvoyeur, versus celui de l'éducatrice et de s'occuper des enfants au sens large, il était plus valorisé dans nos sociétés d'être, si on veut, le rôle du salarié pourvoyeur. Hein? Donc, c'est effectivement un bon exemple un bel exemple de violence symbolique. L'idée que finalement, on va penser, oui, c'est normal, Colin, tu rapportes de l'argent, moi, je fais juste m'occuper des affaires de la maison. Dans les faits, c'est pour ça que les féministes critiquaient cette idée-là comme étant du travail non rémunéré. Je travaille autant que toi, physiquement, ça prend autant d'heures que toi. Par contre, on considère que seul ton métier vaut la peine d'être rémunéré. Hein? Donc, c'est un peu ça qui demandait certains mouvements féministes à l'époque. Je veux être rémunéré pour le travail que je fais à la maison, qui est du travail gratuit pour l'homme, tout simplement, hein, dans le discours féministe des années 70 environ, hein, dans les premières vagues du féminisme. Donc oui, tout à fait, absolument possible d'avoir la forme de violence symbolique de cette manière. Hein. C'est un peu l'exemple que je pourrais donner à ce niveau. Donc, on a un peu hein, cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a des formes de violence symbolique qui vont finir par... excusez-moi, le darwinisme social, je vais le laisser passer hein, parce que, c'est une autre chose un peu, mais on a un peu cette idée-là qu'on a des discours de légitimation.
Les discours de légitimation, mais comme je vous dis, c'est un peu celui-ci. Hein? C'est le discours de la méritocratie, c'est-à-dire qu'on finit par être persuadé qu'on ne détient, si on veut, mais c'est à quelque part, ça finit par être ça, hein? C'est un peu ça qui est un peu embêtant, mais on ne peut avoir, excuse-moi, que la position des individus est uniquement déterminée par leur travail personnel, hein? Par leur mérite personnel. Tandis qu'on sait très bien que, comme vous voyez sur la petite caricature, on ne part pas du tout, hein, à la même ligne, à la fameuse course de la vie. Là, j'ai ici une autre petite caricature, hein, ici, juste en bas. On voit un peu. Hein, moi, j'ai un truc qui est assez rigolo. Hein, j'ai des groupes de classe dites régulières et un groupe dit, on disait enrichi, hein, dans mes cours. Ça s'appelle sciences, lettres et arts. C'est-à-dire des gens qui font à la fois sciences de la nature, sciences humaines et également du cinéma, théâtre. Vous voyez un peu l'idée. Donc, j'ai un groupe qui est particulièrement enrichi, donc on aimerait enrichi, et des groupes qui sont au régulier. Hein, tout simplement. Et je leur demandais un peu dans la classe, OK, parmi vous, qui vient de... là, je leur faisais un peu le cours là-dessus. En plus, ça les embêtait parce que c'est le fun de dire, hey, tabarouette, si j'ai ma position, si j'ai mes bonnes notes, c'est uniquement grâce à moi. C'est un peu plus agaçant de se faire dire, écoute, tu as une position de départ qui était avantageuse, hein, parce qu'on aime vraiment l'idée de faire tout ce qui m'arrive en quelque part, surtout mes bons côtés, hein, ne sont uniquement le fruit de mon travail personnel. Puis là, je leur demandais, OK, mais y en a-t-il combien d'entre vous que leurs parents ne sont pas, sont, mettons, des gens dans les groupes défavorisés? Aucune main levée. Est-ce que j'ai, combien de vous, exemple, qui sont dans une famille monoparentale? Non, excuse-moi, dans le groupe SLA. L'autre groupe de groupe qui était plus, de groupe enrichi. Combien parmi vous êtes-vous dans une famille monoparentale? Aucune main levée. Combien parmi vous qui sont allés, les parents sont allés à l'université? Tout le monde lève la main. Et se dit, c'est un peu ça, cette idée-là. Hein? C'est ça ici qui exprime parfaitement bien la petite caricature. C'est un peu l'idée que devant la classe, si on veut, on est absolument inégaux. On peut être assis littéralement, hein, sur, on va voir un peu plus tard, un capital culturel, hein, qui a été transmis par les parents. Hein. La même chose qu'on peut transmettre de l'argent à nos enfants, mais on peut également transmettre une forme de culture générale, une manière de faire, une manière de se présenter également en classe qui est beaucoup plus favorisée à l'intérieur du système éducatif. Alors, on va parler là-dessus dans quelques instants. Donc, on ne part pas, évidemment, égaux par rapport à la compétition scolaire. Et ici, j'avais bien ici quand même la caricature où est-ce qu'on a un ensemble d'animaux. Pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même test. Effectivement, les tests sont supposés être objectifs. Le même examen est donné à tout le monde. L'examen étant, vous allez devoir grimper à cet arbre. Et là, ici, j'ai essentiellement un éléphant, un pingouin, un singe, un oiseau, un morse et un chien et un poisson. Hein? Donc, c'est un peu l'idée, hein, qu'on va regarder un peu plus tard, mais cette idée que même si les examens sont tous les mêmes pour tout le monde, qu'on a une apparence d'objectivité, tout le monde passe les mêmes épreuves, mais est-ce que tout le monde a les mêmes capacités de passer des épreuves qui sont les mêmes pour tout le monde? Donc, c'est un peu ça ici, encore une fois, qui pose problème avec cette idée-là, que finalement, les diplômes, c'est les gens qui sont les plus intelligents, les plus travaillants, qui ont les grands diplômes. C'est souvent ceux qu'on pourrait dire qui sont bien nés, qui sont nés dans des familles ayant un revenu économique plus élevé, également un capital culturel qui est plus élevé également. Donc, on a une forme, je crois, un peu d'avance de reproduction sociale également. C'est-à-dire que les individus les plus nantis vont enfanter des enfants dans des conditions qui sont plus avantageuses, qui vont également aller éventuellement plus tard dans l'école, ils vont pouvoir reproduire leur position sociale. Et c'est un peu le problème qu'on a. On a une forme de, quand même, on a une certaine mobilité, mais quand même, on a une tendance à la reproduction sociale avec étonnamment un discours qui est méritocratique. On a quelque chose qui ne fonctionne pas, évidemment. Hein? Le discours de méritocratie, comme je vous dis, vise essentiellement à légitimer les inégalités sociales. Par légitimer les inégalités sociales, je veux dire, ce n'est pas le fruit d'un rapport d'exploitation, un rapport de domination, c'est naturel, tu as juste à travailler plus fort. Hein? On voit que c'est beaucoup plus complexe, évidemment. Donc, on a ce discours-là méritocratique qui a justement tendance, et on va revenir sur les cours sur l'intervention sociale, qui tend à individualiser les problèmes sociaux. En quelque part, c'est pas parce que, je vais lire un peu, hein, on a tendance à individualiser les problèmes sociaux et à surresponsabiliser les individus par rapport à leurs succès comme leurs échecs.
En gros, mes étudiants dans le cours de SLA, de groupe qui est qui est considéré comme étant meilleur à l'école, sont absolument persuadés que tout leur succès leur est uniquement dû, évidemment, mais de l'autre côté, on a d'autres groupes d'individus qui vont considérer que leur difficulté à aller à l'école, c'est uniquement le produit. En fond, c'est que ce sont des étudiants à problème qui ne sont pas assez bons, qui ne sont pas assez intelligents pour aller à l'école. Tandis qu'on sait très bien que le milieu social de naissance a énormément d'influence sur la trajectoire que l'on peut emprunter. Donc, c'est un peu cette idée-là. Ça veut dire que on va finir par enlever l'idée un peu que ce sont des problèmes qui sont collectifs, la pauvreté, la discrimination, l'exclusion sociale, et finir par dire à quelque part que tout le monde peut tirer sur l'épingle du jeu, puis à quelque part, si tu n'as pas réussi, c'est seulement de ta faute. Tu n'as pas su prendre les opportunités qui t'étaient offertes comme tous les autres. Donc, c'est un peu le problème que l'on a avec ce genre de société-là, ce genre de discours-là. On individualise les problèmes sociaux. On oublie que c'est la pauvreté, mais on a un ensemble d'individus en situation de difficulté. Comme vous, je ne veux pas vous embêter, mais vous allez vous intéresser à qui essentiellement vous appelez les populations, je crois, là, dans vos cours. Vous avez des cours de population clientèle. Ah oui, c'est vrai, c'est des clientèles, c'est encore mieux. Des clientèles, des bons clients. Eh bien, vos clients, c'est qui essentiellement? Vous avez vu un peu de cours, j'imagine, là-dessus jusqu'à maintenant ou pas encore? Je sais que les cours de clientèle 1, 2, 3, c'est peut-être plus tard un peu dans votre parcours. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir beaucoup de gens favorisés et avec de grands diplômes comme clientèle? Ben non. Ce sont des gens souvent défavorisés, souvent en situation de difficulté, comme on dit, et des personnes en situation de handicap. En bref, un ensemble d'individus hors normes, c'est-à-dire non conformes par rapport à la moyenne des individus. Mais c'est un peu ça ce qu'on voit. Ça veut dire qu'on va développer un ensemble de dispositifs, ici, des intervenants comme vous. C'est très bien, il faut des personnes comme vous, c'est pas ça que je veux dire, mais on n'a plus beaucoup, si on veut, de lutte sociale. On va uniquement s'occuper des cas comme s'ils étaient un à côté de l'autre, puis il n'y a pas quelque chose qui les unit ici, la pauvreté, l'exclusion sociale, la discrimination également. C'est dans ce sens-là qu'on individualise les problèmes sociaux, puis on va surresponsabiliser les individus par rapport à leur succès, bravo, tu n'as que toi à féliciter, et également par rapport à leur situation d'échec, à quelque part, c'est de ta faute si tu es dans cette situation-là. Donc, on a un peu ce problème-là avec ce type de discours-là. C'est un peu cette idée. Bon, je l'ai mis quelques-uns, mais c'est la grande figure du self-made man ou de la self-made woman. La personne qui s'est construite par elle-même, qui est très, très fort aux États-Unis comme au Canada. Et c'est un peu l'image de cette société-là. C'est-à-dire que vous avez sûrement vu les top 100 des personnes les plus puissantes, les top 25 des personnes qui sont... Tu sais, l'image qu'on a un peu très nord-américaine, la personne qui est partie de rien et qui est devenue millionnaire par son travail acharné et avoir eu des bonnes idées. Bill Gates qui est parti de son garage tout seul. Donc, on a beaucoup ces images-là de l'entrepreneur qui s'est construit par lui-même, du self-made man et la self-made woman. Mais par contre, on ne nous met pas, c'est qu'on nous montre ceux qui ont réussi, mais on ne met pas ceux qui ont échoué. Pour un Bill Gates qui en a réussi, il y en a sûrement 1000 qui ont échoué, mais le discours a davantage besoin de ceux qui ont échoué que ceux qui ont réussi. On est juste confronté à des figures de réussite qui ont réussi par eux-mêmes, mais c'est de cette manière-là qu'on finit par intérioriser, à quelque part, que tout le monde est capable, tout le monde peut réussir. Donc, il y a d'ailleurs beaucoup de ça sur Facebook, des choses qui traînent sur soyez vous-même votre entrepreneur et gagnez 1000 € par jour, des choses comme ça. C'est souvent, vous sentez déjà que c'est un peu louche quand ça s'exprime en euros chez vous, mais c'est un peu cette idée-là. Je peux, moi aussi, devenir millionnaire demain si je travaille fort. C'est également, sans vouloir embêter ceux qui ont déjà été là-dedans, c'est d'ailleurs un peu tout ce qui est un peu dans les systèmes un peu pyramidal, puis également tout ce qui est collection de Tupperware. Tu vas pouvoir partir ta petite entreprise toi-même, puis devenir millionnaire, puis d'être un, je ne sais pas comment on les appelle. Y en a-tu qui ont déjà été là-dedans ou du monde qui connaissent là-dedans? J'ai oublié les noms. Là. Des associés, des représentants. Oui, exactement, oui, parce que c'est des associés. Comme chez Walmart, les commis sont également appelés des associés. Il faut quand même pas rire du monde, mais quand même. C'est là d'être associé étoile, puis là, tu as des titres, puis tout ça, par même. Puis on va tout miroiter que tu vas gagner la voiture Tupperware, puis être écœurant. C'est un peu l'idée. Tu peux partir de rien, puis tu peux devenir millionnaire si tu travailles très, très fort.
Ben, d'un côté, effectivement, tu dis, ben, c'est bon, ça pousse à l'action, mais de l'autre côté, ça tend à surresponsabiliser ceux qui ont échoué parce que ben, tu n'as pas travaillé suffisamment. Hein, donc, on a un peu ce discours-là. Oui, Angela. J'ai deux questions. Un, comment on peut, comme c'est pas révélé contre de ces manipulations ou résignations inconscientes? OK. Et deuxième chose, c'est la même chose que s'établit, mais en rapport à des pays, la domination de Nord envers le Sud et des autres inégalités, là, c'est fait à niveau individuel, familial, social et mondial. Alors, comment on fait ça? Super. Je vais répondre à la deuxième question en premier en renvoyant au prochain cours qu'on va avoir. Je suis un peu déçu. Mais on va s'intéresser aux inégalités, hein, les rapports sociaux de racisation. Mais c'est un peu à ça qu'on va s'intéresser. Le rapport inégalitaire qui va s'instaurer entre les différents groupes ethnoculturels, hein, à défaut de dire le terme race, qui est absolument, évidemment, inacceptable. Vous en conviendrez, mais on va en rediscuter un peu plus tard. Mais c'est un peu justement le discours hein, de violence symbolique de finir par penser que ben, la manière, leur croyance, leur manière de s'alimenter, leur manière de vivre vaut quelque part moins de valeur que ceux des sociétés du Nord et qui, on l'a vu, ben, a servi de discours de légitimation à les exploiter. Ça veut dire, ben, à quelque part, ben, on peut les dominer, ces gens-là, ou les exploiter. Regardez-les, comment ils vivent. On va leur apporter la civilisation. Il y avait ce grand discours-là, surtout dans les grandes périodes du colonialisme, sur lesquelles on va revenir. Hein, la grande colonisation des pays nord-américains, excusez-moi, occidentaux, sur l'ensemble de la planète, mais c'est que s'accompagnait d'un discours qui était dévalorisant à travers la culture des pays du Sud, notamment. Hein. Je pense essentiellement ici à Afrique et l'Asie aussi. Hein. Donc, c'est surtout ces deux-là qui ont payé cher, si on veut, le prix de la colonisation. Donc, effectivement, domination nord-sud, absolument incontournable, mais on va revenir dans quelques cours. Pour ce qui est de la manipulation, ben, c'est un peu ce que j'ai goût de dire, je vais faire vraiment très narcissique, ben, vous n'avez qu'à écouter ce cours. Je dis un peu en blague, mais déjà, c'est d'en prendre conscience, hein, de prendre conscience que ben, on est dans les sociétés qui ont des valeurs, qui ont des normes, qui ont des idéologies. Hein, ça veut dire qu'on justifie notre manière de vivre d'une certaine manière et qu'il faut apprendre à, d'une part, savoir que ça existe, ces discours de légitimation-là, mais également de remettre en question ce que nous donne comme image. Moi, il y a un truc qui me fait vraiment rigoler dans les téléséries. Bien, vous avez sûrement remarqué dans les téléséries sur Netflix hein, ou autres produits culturels, ouais. Mais souvent dans les téléséries, bien, même le petit commis ou la petite commis a une espèce d'appartement absolument incroyable que je ne peux même pas me payer. Hein. Mais c'est un peu ça, cette idée-là qui est assez particulière, c'est-à-dire que on nous donne cette image-là. Regardez, Jean-Félix parlait plutôt hein, de l'éloge de la consommation, mais c'est un peu ça l'idée également. Hein? C'est-à-dire que on va vouloir énormément consommer d'une manière identitaire. Je suis ce que je consomme à quelque part. Puis évidemment, plus on est entré dans le discours de la consommation, plus on est lié à ce système-là, tout simplement. Hein? Donc, je ne vous dis pas de commencer à brûler vos objets ce soir, c'est absolument pas ça que je veux dire. Mais c'est un peu l'idée qu'il faut quand même en prendre conscience de ces discours-là. Et c'est quand même particulièrement rigolo après de les remarquer un peu dans les films, un peu dans les films états-uniens. C'est absolument génial hein, à quel point que, pour d'autres discours-là, je fais vraiment une grosse digression ce soir, je suis désolé. Là. Au pire, on finira plus au prochain cours, mais quand même, on a un peu ce discours-là. Hein, c'est-à-dire que, ce que je voulais dire, ah oui, c'est toujours l'idée que dans les films américains, il faut que le bon gagne à la fin et que le méchant perde. C'est pas du tout la même chose hein, dans d'autres pays. Des fois, ça tourne vraiment mal les films et tout ça. Mais on a un peu ces discours-là. Ça veut dire c'est par ces petits discours-là. Souvent, c'est le cinéma, les téléséries. On dit, ben non, voyons, c'est des téléséries, des films. Combien de films et de téléséries et d'heures de télévision avez-vous consommé depuis votre naissance? Ça commence à être un petit peu gênant de les compter, hein, parce que c'est absolument énorme, c'est absolument normal, mais c'est un des grands mécanismes de relèvement de ceci. Mais encore une fois, il n'y a pas de groupe secret caché derrière les Illuminati qui essaient de contrôler la population avec des... C'est absolument pas ça. C'est-à-dire que, effectivement, ceux qui produisent ce matériel-là croient à ce matériel-là également. C'est un peu ça qui est embêtant. Hein? C'est-à-dire que dans les théories du complot, il y a souvent des méchants. Mais qu'est-ce qui est embêtant quand on s'intéresse à la sociologie? C'est qu'en année qu'on a intériorisé les discours, nous sommes nous-mêmes nos propres bourreaux dans ce type de dynamique-là. Hein? Donc, c'est quand même particulièrement embêtant.
Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Je sens que j'ai un peu évoqué, mais on va continuer. Hein? J'ai passé juste 3 slides de diapo. Donc, on va regarder un peu, par exemple, s'intéresser aux statistiques pour aller contre cette manipulation-là. Également, on va regarder ça ensemble, de voir un peu comment est-ce que le fait de mettre dans une classe sociale a énormément d'importance sur un ensemble d'éléments dans lesquels nous allons vivre au cours de notre existence. Donc, grand discours de légitimation, cette idée-là de l'American Dream et du self-made man ou de la self-made woman. Après, j'arrête. C'est vrai, des digressions pour vrai. C'est ça, justement, qui est à la base des États-Unis. C'est l'American Dream. Cette idée-là, il y a eu beaucoup de films qui ont commencé par ça. Un immigrant qui est arrivé seulement avec 15 $ dans les poches et qui est devenu millionnaire. Mais c'est ça qui est au fondement même des États-Unis, un lieu d'immigration. Tout le monde, uniquement par son travail acharné, peut avoir une position très avantageuse. C'est ça l'American Dream. Tout le monde peut arriver aux États-Unis. Avec juste un petit peu d'argent en poche, s'il travaille fort, il va réussir à gagner sa place au soleil. C'est pour ça que même si on sait que statistiquement, les immigrants ne s'en sortent pas très, très bien aux États-Unis, c'est encore le pays où l'immigration, où les individus souhaitent le plus aller. Vous avez vu un peu en Amérique du Sud, les individus qui souhaitent absolument aller aux États-Unis pour tenter leur chance, mais c'est en raison de ce discours-là de l'American Dream. Là-bas, aux États-Unis, si je travaille fort et tout ça, je peux éventuellement avoir une maison, pouvoir prendre soin de mes enfants et avoir un ensemble de biens de consommation. Donc, le discours est encore très, très fort, même si statistiquement, on voit que c'est particulièrement difficile. Par exemple, la situation des sans-papiers aux États-Unis. Bon, discours de légitimation, ça, on a passé un peu par-dessus, mais je vais regarder un peu avec vous quelques statistiques qu'on s'intéresse aux inégalités sociales. Il y a Oxfam qui s'est intéressé aux inégalités sociales, qui, justement, soulignait que le 1 % des plus riches de la planète possédait 48 % des richesses dans le monde. Donc, les richesses sont particulièrement concentrées autour de très, très peu d'individus. Le 1 % des plus riches en 2017 se sont appropriés 82 % des richesses produites dans le monde en 2017. Et malgré la croissance économique, on se dit la croissance économique, ça va particulièrement bien, avant la COVID, évidemment, mais en 2017, il y a 3,7 milliards de personnes qui n'avaient pas touché le moindre bénéfice de la croissance mondiale. Donc, on a vraiment cette idée-là du 1 % qui véritablement réussit à s'accaparer une part absolument énorme des ressources. On a un peu d'ailleurs ce petit graphique-là, la figure 2, où est-ce qu'on voit justement qu'il y a eu également dans l'histoire des grands pics d'inégalité, mais que, essentiellement en 1930, c'est la grande peur du communisme. On ne voulait pas que les sociétés occidentales tombent dans le communisme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a instauré un ensemble de mécanismes de redistribution de la richesse. On voit un peu que la pente du 1 % a quand même énormément diminué. Et en 1980, en raison d'un ensemble de crises économiques, on a dit on va privatiser, on va baisser les impôts, on va réduire la protection et on va également faire une lutte contre le syndicalisme. Et on voit également que la part du revenu détenu par les plus riches au Canada et aux États-Unis a augmenté. Donc, ce n'est pas toujours été le cas. C'est véritablement la déliquescence du modèle de l'État-providence, l'idée d'avoir un filet social qui, de plus en plus, disparaît à l'intérieur de nos sociétés. Ici, par exemple, j'ai l'évolution de la rémunération des PDG américains par rapport au salaire moyen de leurs employés. Bon, on voit un peu que le salaire moyen des employés en dollars constants, c'est-à-dire que j'augmente indexé par rapport au prix de la consommation, a peu ou pas vraiment augmenté depuis les années 70. On voit quand même que la part de ceux qui sont les plus nantis a nécessairement énormément augmenté depuis les années 1970. En 1970, vous dites, là, comment ça? Il me semble qu'on consomme beaucoup plus qu'en 1970 quand même. Tu es-tu en train de nous mentir, méchant professeur? Mais sachez quand même qu'en 1970, la plupart du temps, on avait un seul métier, un seul salaire uniquement pour entretenir, si on veut, la famille, se payer une maison et avoir une voiture. Ensuite, on a eu le salaire de la femme, également des femmes qui devaient également était absolument nécessaire pour subvenir aux besoins. Et aujourd'hui, la majorité des foyers canadiens est particulièrement endettée. Ils sont endettés de mémoire autour de 100 à 102 %. C'est-à-dire que pour chaque 100 $ qu'ils gagnent, ils en doivent à peu près 102 à 103.
Donc, en gros, ben, j'ai 3 salaires aujourd'hui. Si je prends salaire, salaire des 2 conjoints, hein, et également le crédit. Hein, qui n'a pas de dette et qui n'a pas de carte de crédit, de marge de crédit ou d'hypothèque? Voilà. Donc, j'essaie d'enlever un peu le côté déprimant du cours, mais quand même, hein, ça veut dire qu'on a véritablement accès au crédit de manière absolument généralisée. Hop! Autre statistique, ben, c'est un peu celle-là, hein, ben, ça c'est un peu moins intéressant. Puis là, c'est ma page de conspiration que je trouve très, très rigolote. Eh bien, dans cette image-là, qu'est-ce qui est assez rigolo, c'est que, ben, je vais faire une petite intro, on a souvent une impression du choix quand on va à l'épicerie. On se dit, ben, moi, non, la richesse n'est pas si concentrée que ça. Moi, quand je vais chez Insérer ici, épicerie de votre choix, il y a un ensemble d'entreprises, c'est pas vrai que, voilà. Hein. Mais regardez quand même à quel point que ce sont les mêmes entreprises qui possèdent à peu près l'entièreté des compagnies, hein, que l'on consomme. Ici, c'est essentiellement ceux associés à la consommation, l'alimentation et tout ce qui est entretien ménager et tout ça, mais on voit que c'est majoritairement cette entreprise qui possède l'entièreté de ces entreprises-là. On a quelque part une illusion du choix, une illusion également de la diversité. C'est quand même, encore une fois, relativement gênant, mais qui me donne toujours l'impression, mais non, il n'y a pas de richesse si concentrée que ça. Regardez l'entièreté des compagnies qui existent, mais elles sont possédées, dans les faits, ce sont essentiellement les marques de commerce qui sont possédées par un nombre très limité d'entreprises. Également, ben, bon, ça, on a vu un peu cette idée-là un peu plus tard. Quand je parle de classe sociale, ben, c'est quoi une classe sociale? Vous avez sûrement déjà entendu le terme, mais une classe sociale, c'est simplement l'idée qu'on peut regrouper les individus en fonction, hein, de certaines caractéristiques. Donc, une classe sociale, caractéristique, c'est capital économique, culturel et social. Une classe sociale, c'est quoi? Ben, c'est un ensemble d'individus, hein, qui ont dans le fond, des conditions de vie similaires, un niveau de vie similaire et également des comportements sociaux qui sont relativement similaires également. Hein? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on peut classer les individus dans les classes sociales en fonction de 3 grands types de capitaux qui sont possédés par la personne. Le capital économique, c'est celui auquel vous pensez le plus spontanément. Hein? Par exemple, votre revenu, votre compte en banque, les actions que vous possédez, si vous possédez des actions, vos REER, vos RIR, tous les acronymes que je ne possède pas, eh bien, c'est ce qui compose votre capital économique. Hein, c'est celui auquel on pense le plus spontanément. Également, il y a un capital social, également, qui est non négligeable. C'est-à-dire, qui connaissez-vous? Hein? Nécessairement, ce n'est pas seulement en termes de quantité, ce cas-ci, mais on dirait, violence symbolique oblige, de qualité. Qui connaissez-vous? Hein? Par exemple, moi, j'ai, si on veut, c'est un peu l'idée, mais par exemple, vous devez déménager. Hein? Vous devez déménager demain. Est-ce que vous devez appeler des déménageurs ou vous avez un réseau social qui peut vous aider en cas de difficulté? C'est un peu ça, le capital social. C'est le réseau d'individus sur lequel vous pouvez compter. Évidemment, vous en doutez bien que si vous êtes une personne défavorisée et que vous avez un grand capital social, vous êtes beaucoup moins dans le trouble, dans la mesure où vous pouvez toujours compter sur des individus pour vous soutenir. Par exemple, vous travaillez à temps partiel ou vous avez des emplois de soir, des jours de nuit, tout ça, qui va garder les enfants? C'est souvent un gardien, une gardienne de notre entourage, par exemple. Donc, ça fait partie de votre capital social. Si votre voiture brise, est-ce qu'on est tous égaux par rapport aux voitures dans le même groupe socio-économique? Moi, j'ai des amis qui sont garagistes. Donc, à ce moment-là, mon capital social me permet d'avoir certains avantages. Vous savez, le changement d'huile, les changements de tailleur et petites réparations quand même, qui sont gratuites. Effectivement, le réseau de relations que l'on a compte également en termes de capitaux. Moi, j'ai mon ancien beau-frère, malheureusement, ils se sont laissés, je suis très déçu, mais qui était médecin. Mais encore une fois, ça aide énormément à avoir quelqu'un dans la famille qui est médecin, comptable, donc toutes des choses qui coûtent cher, c'est particulièrement avantageux. Donc, capital économique, celui auquel on pense le plus spontanément, c'est essentiellement l'argent, hein, sous toutes ses formes. Le capital social, c'est le réseau de relations qui est possédé par l'individu, mais également
ben, je dis qualité, ce n'est pas le meilleur terme, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. On a tout bien intériorisé ce discours-là. La qualité également des individus qui le composent. Hein, c'est-à-dire que, ben, effectivement, ça a énormément d'influence. Hein. Notamment, par exemple, lorsque vous allez vouloir décrocher un emploi, bien, vous savez souvent que c'est du bouche-à-oreille. Hein, c'est vraiment pas tous les emplois qui sont affichés publiquement, mais de connaître quelqu'un qui vous dit « Ah, tu devrais appliquer là parce qu'il décide de vous aider parce que vous le connaissez bien », ça a énormément d'importance. Le deuxième auquel on pense un peu moins spontanément, c'est le capital culturel. Hein, c'est-à-dire que tout ce qu'on a incorporé par la socialisation, on avait déjà un peu évoqué la notion d'habitus. L'habitus culturel dépend également de la classe sociale à laquelle on est associé. Ça peut être également les biens, directement les biens culturels, dans les livres, les tableaux, ma belle bibliothèque, des choses comme ça en fait partie, mais également institutionnels, c'est-à-dire vos diplômes, vos années de scolarité, les bourses et autres distinctions que vous avez obtenues. Donc, ce sont véritablement ces trois grands types de capitaux-là par lesquels on peut classer les individus à l'intérieur d'une classe sociale. Capitaux économiques, ça va de soi. Capital social, le réseau de relations qui est possédé par l'individu et son capital culturel également. Et on va voir également que le capital culturel a énormément d'influence par rapport à l'éducation, par exemple, d'accéder au cégep et à l'université. Bien, il vous faut un certain capital culturel qui est essentiellement transmis par les parents. Vous avez souvent remarqué dans vos travaux, moi je ne corrige pas les fautes, hein, mais souvent on corrige. Dans le fond, vous dites, bien, finalement, quand je fais des longs travaux, est-ce que vous faites juste corriger mon français? Bien, en partie, oui. Hein, à quelque part, la manière de s'exprimer de manière convenable selon les codes de l'institution scolaire fait également partie de ce qui est validé par l'institution. L'école ne valide pas uniquement ce qu'on nomme l'intelligence, mais également la manière dont on a de se comporter, dont on a également à s'exprimer également. Donc, l'école valide également le capital culturel des individus qui la fréquentent. Donc, le capital culturel, le capital social et le capital économique, trois grandes dimensions que l'on doit considérer. Vous vous en doutez bien que, par exemple, avec vos fameuses clientèles, les individus avec lesquels vous allez avoir affaire au long de votre carrière auront souvent un capital économique relativement faible, un capital culturel relativement faible également, mais pas pour plusieurs, mais pas pour tous, mais quand même pour plusieurs, mais souvent un capital social qui est très réduit. C'est-à-dire que ce sont souvent des gens qui sont isolés socialement, des individus qui ne peuvent pas compter sur un large réseau social pour les soutenir. Et c'est évidemment quand on a un capital social très restreint que la pauvreté devient évidemment de plus en plus dure. On n'a pas de réseau sur lequel on peut s'appuyer. Donc, c'est particulièrement difficile. Pour ce qui est, ça je trouve ça intéressant par rapport aux inégalités sociales au Québec, eh bien, on a un peu, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a tendance à sous-estimer les inégalités socio-économiques qui sont ceux de notre province. Ici, on a fait des questionnaires, des entrevues, pour savoir à peu près comment est-ce que les gens souhaiteraient que la richesse soit répartie. Hein? Ici, j'ai une petite anomalie statistique, mais c'est pas très grave, ça va être après une ligne à peu près constante. Mais on a un peu cette idée-là, on a bien intériorisé la méritocratie quand même, qu'on n'est pas dans des sociétés communistes où tout le monde gagnerait le même montant d'argent indépendamment du métier qui est pratiqué. On a cette idée-là qu'effectivement, il y a des gens qui mériteraient d'avoir un peu moins d'argent que d'autres, en raison uniquement de leur diplôme, des choses comme ça, tout ce qu'on peut imaginer. Mais on a l'idée un peu d'une répartition qui est souhaitée de la part des Québécois. C'est en 2016, cette fameuse étude-là. Ce que les Québécois pensent, la manière par laquelle elle est répartie véritablement, cette richesse-là. Mais déjà, par rapport à ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils croient, on a quand même des bonnes différences. Ils ont bien conscience que il y a une partie de la population qui a beaucoup moins que ce qu'elle devrait avoir et une autre qui a beaucoup plus que ce qui devrait lui revenir, du moins en fonction de ce qu'il souhaite. Ça nous donne un peu ce graphique-là. Souhaiter, c'est la courbe verte, et estimer, ce qu'il pense qu'elle est réellement, c'est la fameuse courbe. Ici, la fameuse courbe bleue. Donnez-moi juste une petite seconde. Mais c'est de tabarouette. Donc,
excusez-moi, un petit détail. Et ici, on a véritablement les inégalités réelles. Hein? C'est-à-dire que si je prends de ce que les gens croient, de ce qu'ils aimeraient, c'est ici les inégalités réelles. C'est-à-dire que si je prends l'ensemble de l'argent qui est disponible à l'intérieur de la province du Québec et je divise la population en 10 groupes égaux en termes d'individus, on voit quelque part que le groupe, les 20 les moins nantis de la province, n'ont même pas assez d'argent pour qu'ils puissent être représentés dans le graphique. Et on voit une forte concentration de la richesse dans le 80 les mieux nantis. Et si on ajoute tout ce que moi je n'ai pas, c'est-à-dire des actions, des des actions, les REER et tout ce qu'on peut imaginer comme produits financiers, mais on voit quelque part qu'il est massivement concentré à l'intérieur du 80 encore une fois. Hein, et on voit ici que le 40 en bas ici, on peut ou pas de revenus, hein, si on considère également l'ensemble des produits financiers. Et c'est un peu ça qui est un peu dérangeant dans la mesure où on a tendance à énormément sous-estimer les inégalités à travers de la province du Québec. On a toujours un peu l'idée, ben non, au Québec, on est égalitaire et tout ça. Il faut quand même véritablement nuancer. Excusez-moi, parce qu'il y a comme de la police des ambulances dans la rue à côté de moi. C'est un peu étonnant. Donc, on a tendance à beaucoup sous-estimer les inégalités telles qu'on peut les apercevoir au Québec. Donc, c'est un peu cette idée-là, hein, les inégalités sociales, bien, il faut toujours considérer la position sociale de départ. La famille va léguer en héritage, ben, oui, hein, un capital économique, mais également un capital culturel. La manière par laquelle ils vont éduquer les enfants va avoir énormément d'influence sur leur trajectoire sociale future, notamment sur la prédisposition qu'ils auront à aller au cégep et à l'université, donc la capacité à aller capter des diplômes qui vont leur donner de meilleurs moyens financiers. Hein, j'ai quelques graphiques qu'on va revenir un peu plus tard. Également, ils vont leur léguer un quartier de naissance. On avait déjà un peu évoqué au dernier cours, mais je crois que j'avais déjà évoqué avec vous, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain, j'ai parlé un peu avec vous du quartier de naissance et ça vous dit quelque chose? J'ai déjà parlé de ça? Donc, on va également naître dans un quartier particulier. Bien, des quartiers qui sont beaucoup plus dangereux, par exemple, par rapport à la santé. Hein. Peut-être vous êtes en région, on va dire, juste pour vous agacer. Mais par exemple, à Montréal, on a vraiment des quartiers qui sont de véritables îlots de chaleur, par exemple, qui sont également exposés à énormément de pollution. Pollution, évidemment, atmosphérique, mais également, par exemple, pollution sonore et même pollution visuelle. Moi, j'avais un appartement sur le bord de la 40, Saint-Denis, puis la 40. L'autoroute passait à côté. J'avais au-dessus de moi les avions de l'aéroport qui passaient au-dessus. Donc, toujours du bruit. À la longue, ça devient particulièrement stressant pour les individus. Et vous avez déjà peut-être pris l'autoroute métropolitaine, hein, la fameuse 40, puis vous vous êtes sûrement demandé, donc, qui habite à côté de ça. Tu sais, il y a des blocs à côté, hein? Mais il y a des individus qui ne peuvent se payer que ce type d'appartement-là. Vous conviendrez que ça devient particulièrement problématique pour ces individus-là. Également, les appartements hein, et les logements au sens large. Bien, je vous ai évité les images dans les pires appartements de Montréal avec infestation excusez-moi, hein, de vermine, mais également qu'est-ce qui est punaise de lit et tout ça. Donc, c'est quand même assez un problème à ce niveau-là. Excusez-moi si certains d'entre vous commencent à se gratter quand je parle de punaise de lit. Mais on a pu essayer là que ben, dans les quartiers défavorisés, on a beaucoup plus de propriétaires qui ne s'occupent pas de leur logement et qui vont les laisser justement décrépir. Donc, plusieurs problèmes d'infestation. Et également, les fameuses moisissures posent également problème. Moi, j'avais un ancien appartement qui n'avait pas de petite femme dans la douche. Hein, les petites femmes dans la douche, je dis, il me semble que c'est toujours un bruit gossant quand je vais aux toilettes. Pas mal pratique pour évacuer l'air humide. Mais évidemment, on a donc ces individus-là qui sont dans des situations de moins favorisées, vont être dans les quartiers qui sont d'une part, qui vont poser beaucoup plus de problèmes par rapport à la santé au sens large, et également dans des logements qui posent également problème. Dans les quartiers les plus défavorisés, il y a également ce qu'on nomme les déserts alimentaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'épicerie dans ces quartiers-là. On a essentiellement les dépanneurs qui ont un peu plus d'aliments que juste les dépanneurs avec les bonbons et tout ça, mais qui a quand même une offre alimentaire qui est particulièrement peu diversifiée. Hein. Également, vous avez sûrement vu des images de très beaux quartiers de Montréal comme Westmount avec des beaux arbres partout, également dans une forêt au complet avec des pistes cyclables et tout ça. Et vous êtes probablement déjà allé dans Montréal-Nord.
Montréal-Nord, où est-ce qu'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de parc, il y a juste du béton et de l'asphalte, puis il n'y a aucune piste cyclable, il n'y a pas de dos d'âne, il n'y a pas vraiment de limitation de vitesse, il y a même des boulevards urbains, hein, qu'on appelle, qu'on peut rouler à peu près à 70 km/h à l'intérieur. Évidemment, ces quartiers-là sont beaucoup plus dangereux, également pour les enfants, par exemple, notamment lorsqu'ils vont traverser dans la rue et tout ça. Donc, c'est corrélé également à une espérance de vie qui est beaucoup plus faible. On va y aborder dans quelques instants. Donc, ça peut l'idée que la famille va léguer en héritage, évidemment, un milieu économique, mais également un milieu culturel, des conditions concrètes d'existence, un quartier et un logement également dans lequel vont vivre ces enfants-là. Donc, c'est un peu l'idée que le fait uniquement de naître à l'intérieur d'une famille, vous n'avez pas choisi, hein, c'est un peu, vous êtes tombé sur cette famille-là, si on veut, va prédisposer énormément la trajectoire future de cette personne-là. Une parenthèse, toujours dans un discours dans une société qui dit que c'est uniquement dû au mérite des individus. On s'intéresse ici à la position sociale de départ. Donc, la famille, justement, va se répercuter sur la trajectoire. On a vu un peu sur l'éducation et le futur emploi, donc nécessairement le salaire, la santé, l'espérance de vie, les conditions de vie, le logement, la consommation, l'alimentation également au sens large. Et là, on ne va pas avoir trop de temps de l'aborder, mais également les relations sociales qu'on va développer, mais également le partenaire de vie. Hein, on pourrait aborder ça après le cours, si vous voulez, hein, la notion d'homogamie. Hein, mais je vais juste la plugger juste rapidement. Vous ne serez pas étonné qu'on a tendance à fréquenter des gens de notre milieu, évidemment, au point de vue de notre habitus culturel, social et économique, hein, des gens qui nous ressemblent à quelque part, mais également, on a également tendance à fréquenter, à sortir, à marier des gens de notre propre milieu social également. Hein. Donc, c'est de cette manière-là que la manière par laquelle on a été éduqué, le milieu dans lequel on a évolué au cours de notre vie, va avoir énormément d'influence sur notre trajectoire sociale future. Le type de mariage, si vous voulez, ou d'union que l'on va contracter une fois devenu adulte, qui va faire en sorte, en fait, qu'on va avoir également d'autres enfants qui vont vivre dans des types de situations relativement similaires. Il y a une mobilité sociale, mais c'est assez rare de voir des enfants, si on veut, qui sont nés dans une famille sous assistance sociale, devenir des médecins et des chirurgiens. C'est particulièrement rare, vous en conviendrez. Hein? Donc, on a un peu une espèce de force d'inertie du milieu social dans lequel on est. Donc, quelques statistiques. Hein, ici, par exemple, on voit une carte de la pauvreté. Hein, ici, c'est le niveau de défavorisation des familles avec enfants. Mais on voit encore une fois que la pauvreté se concentre majoritairement à l'est de la ville de Montréal, essentiellement concentrée dans certains secteurs. Hein. Montréal-Est et également Notre-Dame-de-Grâce et également le Sud-Ouest sont encore une fois les trois quartiers qui concentrent véritablement les populations les plus défavorisées de Montréal. Sur l'espérance de vie, ici, je lis les statistiques, mais les statistiques n'ont pas énormément changé. Mais encore une fois, on voit un peu hein, les quartiers en rouge, c'est les valeurs d'espérance de vie qui est en bas de la moyenne et en gris qui sont au-dessus de la moyenne. Mais on voit un peu hein, que c'est pratiquement la même carte que la défavorisation. La défavorisation est liée à une espérance de vie qui est également moindre. Pour ce qui est, encore une fois, de l'espérance de vie à la naissance, eh bien, on voit que les quartiers de l'Est, une espérance de vie significativement au-dessous de la valeur régionale, et les quartiers essentiellement de l'Ouest, sauf quelques-uns qui ont eu des processus de revitalisation urbaine, hein, c'est-à-dire qu'on a des gens éduqués qui sont allés habiter dans les quartiers autrefois défavorisés. Pensez par exemple au plateau Montréal, qui est un quartier ouvriers dans les années 50, hein, mais on voit encore une fois hein, vraiment une division assez nette et on voit encore une fois que défavorisation est notamment liée à l'espérance de vie. Hein, je passe un peu rapidement parce qu'on a quand même pris un peu de retard. Ici, je vais m'intéresser aussi également à la COVID. Mais pourquoi non plus ne pas s'intéresser à la distribution géographique des cas de COVID-19 à Montréal? Mais on voit encore une fois qu'on a à peu près la même carte par rapport à l'espérance de vie et également à la défavorisation. Les individus qui sont les plus défavorisés ont également davantage été exposés à la COVID, notamment en raison de leur métier qui est moins valorisé, qui également est considéré comme méritant quelque part moins de mesures de protection. En gros, si vous êtes défavorisé au Québec, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir également être dans les cas de COVID également.
hein. Donc, on a des métiers directement de proximité, mais ces métiers-là, souvent, sont également moins rémunérés. On a eu des cas qu'on s'est rendu compte qu'il y a des grands cas d'explosion à Montréal-Nord de COVID. Est-ce que les gens sont moins prudents, est-ce qu'ils portent moins le masque? Absolument pas. Concentration absolument immense de préposés aux bénéficiaires dans ces quartiers-là, donc directement en lien avec des personnes éventuellement exposées à la COVID-19. Donc, on n'est évidemment pas tous égaux par rapport à la COVID. J'ai également l'incidence du cancer, par exemple. Si j'ai mon quartier le plus défavorisé ici, un des plus défavorisés du moins de Montréal, mais on voit que l'incidence de cancer par 100 000 personnes est quand même plus élevée que l'ensemble des autres quartiers. Plus haute que la moyenne, mais aussi beaucoup plus haute hein, que je pense que le CSS de mémoire, c'est celui de Westmount, où est-ce qu'on voit quand même que beaucoup plus de cancers dans chez les personnes les quartiers les plus défavorisés. Également, une activité physique qui est beaucoup moindre dans les quartiers défavorisés. Vous ne serez pas étonné. Hein? Si vous avez travaillé au bureau toute la journée, il y a peut-être plus de chances que vous ayez le goût de faire l'activité physique que si vous avez fait de la job physique toute la journée. Également, on avait un peu évoqué qu'il est dans l'habitus culturel bien vu chez des gens qui ont un milieu socio-économique plus favorisé de faire quoi? De faire du jogging. Les activités physiques ne sont pas, les sports ne sont pas également distribués à l'intérieur de la population. Dans certains groupes de la population, on a davantage certaines activités plutôt que d'autres. C'est un peu le cas avec le jogging. Hein. Si on veut, j'avais des blagues de mes amis urbanistes qui disaient « Vous pouvez mesurer la richesse d'un quartier en comptant le nombre de joggeurs par minute qui passent devant votre porte. Hein. » Donc, c'est pratiquement, c'est un peu une blague, mais c'est quand même un indicateur qui est relativement constant. Donc, si on a des activités physiques qui sont davantage valorisées dans les groupes qui sont un capital culturel, économique et social plus élevé, c'est associé à des activités physiques, mais évidemment, je vais avoir moins de problèmes d'obésité, de sédentarité également. Donc, tout ça est lié à quelque part. Même chose par rapport à l'alimentation. Hein, moi, j'étais dans des groupes, disons, milieu économique moyen, habitus culturels pas faible, mais pas très élevé. Hein. Mes parents ne m'ont jamais amené au théâtre, ne m'ont jamais amené au musée. Je ne leur en veux pas, c'est pas ça l'idée. Mais, donc, je ne faisais pas vraiment d'activité comme ça. Point de vue de l'alimentation, je n'avais pas une alimentation qui était particulièrement très bonne pour la santé. Hein. Vous avez peut-être vécu dans la même situation que moi. La nourriture industrielle, les plats congelés, les pizzas congelées, les pogos, les pizzas pochettes, des choses comme ça. Mais à l'intérieur de ça, vous ne serez pas étonné. Les liqueurs aussi, hein, le coke, ça parlait. Vous ne serez pas étonné que là-dedans, il y a quoi? Il y a du sucre, du gras et également du sel, ce qui n'est pas très, très bon pour la santé également. Alors donc, on a encore une fois de l'alimentation qui va être inégalement répartie à l'intérieur de la population. Excusez-moi. On va passer un peu rapidement sur celui-là. Je suis en train de mourir comme à chaque cours. Espérance de vie à la naissance. Ici, j'ai les quartiles. Excusez-moi, le Q1, c'est les groupes les plus favorisés versus les moins défavorisés. Date de 2004, mais je voulais juste vous montrer un peu le lien qu'il y a entre défavorisation et espérance de vie. C'est un peu l'idée que plus vous êtes dans un groupe favorisé, plus vous allez vivre longtemps sur la planète. Et vous ne serez pas très, très étonné d'apprendre que ce n'est pas juste l'espérance de vie qui compte, c'est les dernières années de vieillissement également. Hein? Parce que ce qui est plus sympathique, vieillissement dans les groupes favorisés les 5-6 dernières années ou dans un CHSLD, quoique la question ne se pose même plus avec la COVID, je pense que c'est assez flagrant. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement considérer l'espérance de vie comme élément d'inégalité, mais également les conditions d'existence dans les dernières années de vie en fonction de son milieu social également. Beaucoup plus dur, beaucoup moins intéressant. Hein? Moi, j'avais... c'est drôle parce que j'ai comme deux exemples assez distincts dans ma famille. Mon grand-père, c'est le côté de mon père, a fini sa vie dans un CHSLD. C'était plat, c'était gris, c'était pas peinturé, ça sent pas bon, c'est triste, il n'y a pas d'activité. Hein, vous ne serez pas étonné, vous avez sûrement vu ces endroits-là également. Et ma grand-mère, du côté de ma mère, qui a hérité d'une montant X, c'est pas ça qui est important. Elle a trouvé l'or caché des Allemands. Eh bien,
C'est une blague par rapport à l'actualité. Non, vous n'avez pas vu ça? OK, on s'en fout, je continue. Eh bien, elle réside dans une résidence pour personnes âgées de luxe. Dans les corridors, il y a des lustres. Il y a des lustres, c'est pas genre en or, là, on s'entend, mais c'est du plaqué plastique, là, côté métal, mais qui fait bling-bling, qui fait joli. Il y a du beau tapis, il y a du marbre partout, il y a une grande salle de réception, il y a une piscine, il y a des... Donc, c'est quand même, les conditions de vie sont absolument pas les mêmes dans les dernières années de vie également. Il ne faut pas juste considérer l'espérance de vie, qui a à peu près une différence de 5 ans, à peu près 5-6 ans entre les grands groupes sociaux, mais les dernières années de vie sont également absolument pas les mêmes. Donc ici, ben, j'ai mes deux quartiers, excusez-moi, j'ai Hochelaga, Maisonneuve et ici j'ai CLSC Lac-Saint-Louis qui est dans un groupe favorisé. Espérance de vie à la naissance, j'ai 10 ans de différence entre les hommes, ici un peu moins chez les femmes. Nombre d'hospitalisations pour troubles mentaux, bien, troubles mentaux, c'est également stress, anxiété, dépression. Les conditions de pauvreté ont tendance également à être anxiogènes, ces conditions de vie-là. 110 personnes par 10 000, 110 personnes par 10 000 adultes versus 30 personnes sur 10 000 adultes. On voit encore une fois que même les conditions concrètes d'existence sont beaucoup plus anxiogènes, si on veut, lorsqu'on est dans les groupes défavorisés. Il ne faut pas penser que les gens défavorisés sont plus faibles ou plus fragiles que les autres parce que la statistique nous dit qu'il y a plus de problèmes de santé mentale. Ben non, les conditions d'existence sont beaucoup plus difficiles. Le pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans qui ne fréquentent pas l'école, ici c'était le sac de 2001, mais la tendance, sur ça je voulais vous montrer, 49 versus 16 Pourcentage de locataires, 85 versus 20 on voit également une concentration dans les quartiers. Hein. Dans les quartiers favorisés, il n'y a pas de gens défavorisés et l'inverse est plus ou moins le cas. Pourcentage de population très défavorisée dans les quartiers Hochelaga-Maisonneuve, 43 versus 0 dans CLC Lac-Saint-Louis. Hein. Donc, on a vraiment, si on veut, si on fait un petit wrap-up, hein, vraiment une concentration de la richesse à l'intérieur d'un groupe de plus en plus restreint de la population. On a également une division, une ségrégation selon les quartiers. On a des individus à quelque part qui ne se côtoient pas énormément et qui ont des conditions de vie complètement différentes, qui amènent des problèmes de santé également qui sont complètement différents, une espérance de vie complètement différente et également des possibilités d'aller à l'école, au cégep, à l'université, éventuellement avoir un métier socialement valorisé, donc bien rémunérateur, également complètement différent à l'intérieur de notre société. Donc, on a vraiment une forme de ségrégation qui est assez étonnante. Autre statistique, ça je l'avais mis quand même, hein, mais qu'on a quand même une paupérisation qui est de pire en pire par rapport au prix du logement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déménagé cette année ou dans l'année passée ou des choses comme ça. Oui, non, pas si pire. Bien, les logements sont devenus particulièrement dispendieux. Alors, ça veut dire qu'on doit donner une plus grande part au logement. Qu'est-ce que ça fait pour les familles concrètement? Bien, le logement, on ne peut pas compresser ce budget familial-là. Donc, qu'est-ce qu'on va couper en premier? C'est l'alimentation, le plus souvent, qui va être coupée en premier. Donc, des aliments de moins bonne qualité, mais également des problèmes de malnutrition. Si au Québec, on continue encore à avoir des services, des petits déjeuners pour les enfants à Montréal, ben, ce n'est pas parce qu'on veut qu'ils mangent encore plus, c'est simplement que ces enfants-là ne mangent pas. Et c'est pour ça que la COVID a posé beaucoup de problèmes dans plusieurs endroits. C'est-à-dire que ben, pour plusieurs, c'était au moins des déjeuners, au moins des repas assurés que ces enfants-là avaient à chaque jour. Hein. Donc, le fait de fermer les écoles a également posé problème à ce niveau-là. Prix de logement, encore une fois, qui pose problème. L'autre, c'est une répartition de 2016. Qu'est-ce qu'on va faire à la retraite? Hein? C'est une angoisse, évidemment, qui doit habiter quelques-uns d'entre vous. Mais cette idée-là, c'est-à-dire, on a réparti la population selon des petits visages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je suis embêté, hein? Il n'y a pas un nombre pair, donc il ne faut pas y compter. Mais on voit quand même une proportion d'individus. On a une très grande proportion d'individus qui ne sont absolument pas, qui ne seront absolument pas en mesure de vivre de manière suffisante et adéquate à la retraite. Donc, encore une fois, ça pose problème. Ça va être un énorme poids également pour la société également. Donc, encore une fois, ça pose problème. Tout ça parce qu'ils sont exclus du monde du travail.
Donc, j'espère que je vous ai bien motivé, que vous êtes de bonne humeur, puis vous dites, Colin, quand je viens voir dans ce cours-là, c'est motivant, c'est pas déprimant, c'est le fun. On va en rajouter une petite couche. On a vu un peu hein, cette notion-là qu'il faut penser. On n'a pas le choix de passer par le travail. Hein. En gros, la pauvreté a toujours existé. Hein. La société a toujours été relativement une organisation qui est inégalitaire. Toutefois, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans nos sociétés, c'est ce qu'on nomme la précarité. Hein. En gros, c'est quoi? C'était là un peu que on avait cette espèce de discours-là, même dans les années 80 même. Le discours des sociétés occidentales, c'est l'idée que, OK, les sociétés sont peut-être inégalitaires, mais si tu as un emploi, tu vas t'en sortir. C'était le discours. Qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, c'est que ce discours-là n'est plus nécessairement vrai. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont travailler 40 heures, 50 heures semaine et qui sont des salariés pauvres. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont dans la pauvreté, même s'ils ont un emploi. Et ce qu'on nomme la précarité, c'est-à-dire qu'on a des emplois qui sont, même pour toutes les couches de la société, hein, qui sont de moins en moins certains, dont on peut avoir des horaires qui sont de plus en plus flexibles. On demande aux travailleurs d'être de plus en plus flexibles par rapport à leur horaire. En gros, travailler de soir, travailler fin de semaine, ne pas savoir avoir un horaire, si on veut, qui est décidé à chaque 2 semaines. Donc, de ne pas avoir véritablement de contrôle sur sa destinée. Donc, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus dans nos sociétés. C'est la fameuse précarité, une espèce de situation de rapport à l'emploi qui est caractérisée hein, par une forme de... par un lien d'emploi qui peut être très faible, par une accumulation de petits contrats. Hein. On a l'idée des contractuels, on va faire un petit contrat là, un petit contrat là, un petit contrat là, un petit contrat là. Donc, on a vraiment une forme de précarisation du travail. Hein. C'est-à-dire que les emplois sont de moins en moins sécuritaires. On a également de moins en moins de sécurité d'emploi également, et également de moins en moins d'avantages sociaux si la personne est syndiquée, parce qu'on a un taux de syndicalisation qui diminue énormément. Donc, on a un phénomène qui est nouveau, la précarité, hein, c'est-à-dire que même chez les groupes relativement éduqués, hein, parce qu'on a quelque chose de relativement nouveau, encore une fois, aux travailleurs pauvres s'ajoute le phénomène des chômeurs scolarisés, des individus qui sont bardés de diplômes, mais qui ne réussissent quand même pas à se trouver des emplois, hein, ce qui quand même pose problème et qui va être encore plus exacerbé après la COVID. Par exemple, moi, je passais des entrevues hein, moi, je ne passais pas d'entrevue, donc moi, j'étais celui qui... Je vais commencer ma phrase. On avait besoin d'un sociologue au cégep. On a donc fait une demande de CV. Hein. On a reçu donc 45 CV pour un poste pour un remplacement de 2 semaines. Vous voyez un peu l'idée, hein, c'est quand même assez particulier. Et j'avais des gens là-dedans qui avaient des post-doctorats et qui n'avaient toujours pas d'emploi, hein, puis qui ont été d'ailleurs refusés parce qu'il y a aussi l'idée maintenant que les individus qui sont très scolarisés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont cacher leur diplôme. Parce qu'ils disent que si je montre que j'ai un post-doctorat, si je montre que j'ai un doctorat, ils vont penser que je coûte trop cher. Mais également, ils vont dire, là, c'est un post-doctorat, comment ça, tu ne t'es pas déjà trouvé un emploi, tu dois avoir quelque chose de louche, donc je ne vais pas nécessairement t'engager. Hein? Donc, c'est quand même un problème. La précarité également, bien, sachez que l'ensemble de vos enseignants est probablement des emplois qu'on appelle précaires. Alors, par exemple, bien, dans mon cas à moi, parce que j'aime me plaindre et j'aime parler de moi, donc on va joindre les 2 éléments qui m'intéressent le plus dans l'exemple qui va être le suivant. C'est-à-dire que je ne sais même pas si je vais... oui, je le sais, là, parce que... Hein, mais habituellement, je ne sais même pas si je vais enseigner la prochaine session. Habituellement, l'ensemble de vos professeurs vont savoir à peu près les cours qu'ils vont donner à peu près 5 jours avant le début de la session. C'est-à-dire qu'on a un ensemble je ne vais pas vous faire le truc parce que c'est un peu lourd, là, mais il faut retenir un peu l'idée que dans toutes les couches de la société, on a une précarisation de l'emploi, on a des emplois qui demandent de plus en plus de temps avant qu'on ait une forme de stabilité, et on a également un ensemble d'individus qui vont faire une série de tout petits contrats, un à la suite de l'autre, hein, que vous avez peut-être déjà fait, même avant de commencer votre formation comme éducateur et éducatrice spécialisée. Donc, on a un rapport à l'emploi qui est beaucoup plus fragile qu'il l'était auparavant. Hein, donc, qui va bien, encore une fois, fragiliser davantage les individus. Oui, ça, on a un peu vu. Le précariat, c'est un peu ce qu'on peut voir. Hein, par exemple,
quelques statistiques. On voit quand même de 2001 à 2012, on a 30 d'augmentation d'individus qui sont considérés comme étant un rapport d'emploi qui est précaire. J'ai juste des vieux chiffres de 2012, mais c'était quand même 125 000 personnes, c'est quand même énorme. 40 des Montréalais qui se situent sous le seuil de la pauvreté travaillent quand même, mais sont incapables de joindre les deux bouts. Ça veut dire qu'il connaît tous les gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, qui, soit dit en passant, est plus bas que le salaire minimum, c'est quand même assez gênant. Mais 40 de ces gens-là ont un emploi. Hein? Ce n'est pas l'idée de la grande pauvreté parce que je ne travaille pas. Ces gens-là travaillent, mais n'ont pas des salaires qui sont suffisants. Parmi les travailleurs pauvres, 70 affirment avoir un emploi à temps plein. C'est-à-dire qu'ils travaillent quand même 40 heures semaine. Ces individus-là, ils sont quand même dans la pauvreté. Le nombre de travailleurs pauvres qui ont un diplôme universitaire a augmenté de 75 entre 2001 et 2006. C'est des vieilles stats. Je m'en rends compte maintenant, c'est un peu gênant. Je vais essayer d'améliorer ça pour la prochaine fois. La majorité des travailleurs pauvres se regroupent par extension avec un taux quand même de plus de 30 de la population qui seront considérés comme travailleurs pauvres dans ce quartier-là. Et qu'est-ce qui peut justement expliquer ces éléments-là? Bien, on a les emplois précaires, c'est-à-dire qu'on ne garantit pas 45 heures, mais par exemple, un 25. Dans le fond, les employeurs aiment aujourd'hui beaucoup plus avoir deux employés à 20 heures semaine plutôt qu'avoir un employé à 40 heures semaine. Donc, comme ça, bien, je peux faire ce que je veux un peu par rapport à ma distribution de la tâche. Également, bien, vous avez peut-être connu ça, peut-être pour les vétérans dans la classe, les plus âgés de la classe. Vous avez sûrement, vous, également connu la perte des emplois industriels, hein, quand les usines, là, aujourd'hui, ça fait quand même un petit bout de temps quand même, mais que les industries et les manufactures ont fermé, la délocalisation des emplois qui ont fait perdre énormément d'emplois qui étaient bien rémunérés. Et également, autre élément qui peut également expliquer la précarisation de l'emploi, c'est le recours massif à la sous-traitance. C'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises vont faire affaire à des sous-traitants. Et évidemment, qui dit sous-traitance dit également qu'il y a des salaires qui sont beaucoup plus faibles également. Vous avez également peut-être déjà connu ce qu'on appelle les agences de placement également, qui sont considérées par certains comme des nouveaux marchands d'humains, c'est-à-dire qu'ils se prennent une cote sur le travail des personnes et ces personnes-là peuvent être remerciées à chaque journée. Hein. Moi, j'ai déjà travaillé dans une entreprise qui faisait affaire avec des agences de placement. Puis, ben, si tu n'aimes pas la face de la personne, ben, tu te dis demain, je veux que tu m'en envoies un autre. Hein, qui est vraiment la forme la plus intense de précarité de l'emploi. Lorsque vous êtes journalier, mais vraiment dans le sens premier du terme, bien, vous avez un contrat pour chaque jour. Et le lendemain, vous pouvez tout simplement perdre votre emploi et de ne pas avoir d'emploi. Et là, retenez-vous l'idée de vous dire dans votre tête, bien, vous n'avez à aller à l'école puis de saisir les opportunités qui vous sont offertes. Hein, malgré le discours de la méritocratie, vous savez que c'est beaucoup plus difficile. Je suis convaincu que la crasante majorité d'entre vous ont dû faire d'énormes sacrifices, ne serait-ce que pour pouvoir avoir accès aux études collégiales, hein, pour prendre ce petit cours-là. Je suis sûr que vous avez fait énormément de sacrifices, notamment économiques. Hein, donc, c'est particulièrement difficile et pas du tout accessible pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire encore pour vous déprimer davantage? Eh bien, donc, c'est un peu l'idée hein, par rapport à l'exclusion. Bien, on a vu un peu que l'exclusion du monde du travail par la précarité ou d'autres éléments, bien, les revenus qu'on a vont déterminer notre logement, notre emploi également, notre alimentation, notre cheminement scolaire également de nous-mêmes, mais également de nos enfants. Également, au point de vue des moins nantis, ben, davantage même de mortalité infantile chez les plus jeunes, de maladies, une espérance de vie qui est moindre. Psychologiquement également, ben, plus de problèmes psychologiques, pas parce qu'ils sont plus faibles, mais parce qu'ils ont une vie beaucoup plus déprimante et anxiogène. Donc, beaucoup plus de symptômes d'inquiétude, de dépression, également de gestes suicidaires. D'ailleurs, j'avais oublié de le mettre, mais on a un taux de suicide qui est beaucoup plus élevé dans les groupes les plus défavorisés également. Et aussi le fait de toujours être confronté, notamment par les médias, à une société de consommation hein, où est-ce qu'on met la performance, la consommation, le luxe de l'avant, mais de toujours être confronté à ces images-là, mais de ne pas pouvoir correspondre à ces idées-là, c'est particulièrement également difficile et déprimant pour ces individus. Ben, ça va un peu de soi, hein, ça va un peu à l'envers, mais pour les mieux nantis, hein, on a un cumul de privilèges, notamment ben, économiques. Ben, nécessairement, la richesse amène la richesse, ça veut dire qu'on peut avoir accès à davantage de revenus, mais ne serait-ce que
si je considère par rapport à l'école, si vous êtes un nanti et que votre enfant a de la difficulté à l'école, vous pouvez lui procurer un tuteur, par exemple un tuteur privé, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'ensemble des individus, ou aller voir des spécialistes au privé également, énormément d'influence. Au point de vue social, on va pouvoir fréquenter les grandes écoles qui sont plus valorisées socialement lorsqu'il s'agit de déposer excusez-moi, son CV, mais également le fait d'avoir des contacts, mais de pouvoir avoir des individus qui sont dans des positions avantageuses, c'est également évidemment particulièrement avantageux, donc ça vous donne des privilèges. Et au point de vue culturel également, vous ne serez pas étonné que les individus qui vont se présenter en politique, peut-être hormis Québec solidaire, mais sont souvent des individus qui ont dit hey, « c'est bien, lui, il va être bon en politique. Pourquoi? Il est indépendant de fortune. » Donc, à ce moment-là, il ne va pas être égoïste parce qu'il n'a pas besoin d'argent. Mais il va également représenter les intérêts de sa classe sociale, ou du moins la vision de sa classe sociale. On va y regarder dans les dernières années, on a énormément coupé dans le communautaire et dans tous les programmes sociaux également. Mais pourquoi ces gens-là ont réussi? Ils ne peuvent pas comprendre que vous avez réussi, pas vous, vous êtes au cégep, là, mais que des individus ne réussissent pas. Ils n'ont qu'à prendre les opportunités qui leur sont offertes, franchement. Donc, on a véritablement ce problème-là ici qui est posé. Excusez-moi. Donc, ça, j'avais déjà un peu évoqué par rapport au précariat. Mais vous avez sûrement d'où est-ce que je m'en vais avec ça, mais pour l'éducation, j'aimerais juste glisser quelques mots. C'est un peu ça le lien que je vais faire avec l'éducation, mais surtout avec l'éducation des enfants, des personnes les moins nantis dans nos sociétés. On voit un peu que statistiquement, la réussite scolaire des enfants va varier énormément en fonction de la socialisation primaire et secondaire. C'est-à-dire qu'ils vont naître dans un milieu socio-économique particulier qui peut être plus ou moins difficile, donc plus ou moins avantageux pour ces individus-là. Également, ils vont intérioriser un habitus culturel qui va être plus ou moins valorisé à l'intérieur de ces différentes familles-là. Pensez notamment à ce que, pas vous, parce que, mettons moi, je vais parler de moi, okay? Parce que, voilà, eh bien, parce qu'encore une fois, j'ai déjà dit plutôt, jamais parlé de moi, ça c'est bon, cette partie-là. Eh bien, moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas de choses qui, si on veut, me stimulaient particulièrement intellectuellement. J'avais des Legos, des choses comme ça, puis on disait, va jouer au baseball dehors, puis des choses comme ça. Mais dans d'autres familles, par exemple, les enfants vont être amenés à aller dans les musées, d'aller au théâtre, et également à jouer à des jeux pédagogiques. Moi, j'avais, ma copine, son père jouait au jeu du dictionnaire avec elle. En gros, c'est je te donne un mot au hasard, puis tu dois de me le définir. Si tu ne l'as pas, je te lis la définition, puis comme ça, tu vas toujours améliorer ton vocabulaire. Ça a l'air bête un peu, c'est juste des jeux, des activités, mais ça a énormément d'influence sur le développement de l'enfant plus tard. Parce que, comme je vous disais, l'école est quelque chose de particulier qui est un monde culturel. Vous avez fait le truc sur la prison. Mais c'est un peu la même chose pour l'école. Je ne sais pas, l'école c'est une prison, mais il y a des valeurs qui sont valorisées, il y a des aptitudes qui sont valorisées, il y a une manière d'être, une manière de faire également qui est valorisée. Et on constate que les individus qui performent le mieux à l'école, c'est ceux qui se conforment le mieux à la norme de l'école, et les normes de l'école sont énormément articulées autour de l'habitus culturel des groupes les plus favorisés également. Par exemple, l'écrasante majorité des travaux qui sont des travaux d'écriture, qu'est-ce qu'on mesure finalement? On mesure ce qu'on t'a appris quand tu étais jeune, à savoir est-ce que tu as développé ton vocabulaire, est-ce que tu as développé ta manière d'écrire, est-ce que tu fais des fautes, c'est un ensemble d'indicateurs d'appartenance à une classe sociale également. C'est pour ça, par exemple, que moi, je ne corrigerai jamais vos fautes d'orthographe dans vos examens. Vous avez, encore une fois, j'ai d'autres éléments sur lesquels je peux évidemment vous évaluer. Donc, c'est un peu cette idée-là, le milieu social de naissance va avoir énormément d'influence sur la propension des jeunes à aller à l'école. J'aimerais quand même vous présenter juste 2-3 petits graphiques. Par exemple, ici, j'ai 99-2008, l'accès au cégep et à l'université selon le revenu et la scolarité des parents. Si je prends le revenu des parents, ici, c'est le revenu, ici, c'est ont-ils accès ou non leur enfant. Eh bien, dans le revenu faible, qu'est-ce qu'on voit? C'est que j'ai 31%, excusez-moi,
31% des individus qui n'ont absolument pas accès à l'école, 36% au collégial, 33% à l'université, donc c'est à peu près égal. Et qu'on voit, c'est plus j'augmente, plus on voit que le non-accès diminue et le accès, par exemple, à l'université va énormément augmenter. Hein, pour 63% des individus des classes supérieures, les enfants vont accéder à l'université, hein, si je m'intéresse uniquement aux revenus. Si par contre, je m'intéresse à la scolarité, hein, ceux qui ont un secondaire ou moins, bon, on a quand même, encore une fois, hein, beaucoup moins de personnes à l'université, mais quand même, hein, le Québec a quand même l'accès à l'école, si on veut, relativement gratuite, énormément d'influence. Mais si on s'intéresse quand même à ceux qui ont un diplôme universitaire, bien, on voit que ceux qui n'ont pas du tout accès au cégep à l'université sont assez faibles et 70% d'entre eux vont aller à l'université, quand même 21% d'entre eux vont aller au collégial. En gros, ça veut dire, si les parents des individus sont allés à l'université, 91% de leurs enfants vont aller soit au cégep et à l'université. On voit un peu que ça a énormément d'influence et ça a même plus d'influence que le niveau économique. Si je m'intéresse maintenant au taux de fréquentation d'études collégiales et universitaires chez les 18-24 ans par classe de revenus, on voit encore une fois ici, hein, c'est des vieilles stats, mais on a quand même, moi, c'est l'effet que je vais vous montrer. On voit encore une fois que plus vos parents ont, excusez-moi, plus les parents des individus pleurent, plus la famille est nantie, plus il y a de chances également que ces enfants-là aient au cégep et également à l'université. Ça veut dire ici, chez les 100 000 et plus, 87% de leurs enfants vont faire minimalement des études collégiales. Et si je vais dans les moins de 25 000, on est à 53% qui vont faire des études minimalement collégiales versus 87%. Donc, on voit que ce n'est pas uniquement une question de volonté individuelle. Le milieu socio-économique, mais également culturel dans lequel on va être amené à vivre, a énormément d'influence. Si je m'intéresse maintenant à des sites de 2019, ici sont intéressés, mais où sont allés les parents? Hein? Donc, le plus haut niveau de scolarité des parents par type d'école secondaire fréquentée. Eh bien, on voit ici, hein, les statistiques, ce qu'ils nous disent, c'est que 67% des étudiants, si on veut, excusez-moi, le plus haut niveau de scolarité des parents participent, on va s'intéresser juste à ce que j'ai ici comme texte à côté. On voit quand même qu'en 2019, 60% des étudiants de l'école privée vont faire des études universitaires. 57% des étudiants de l'école publique qui sont inscrits dans un programme enrichi vont faire des études universitaires. Et là, c'est quand même gênant. 15% des étudiants inscrits à l'école publique vont faire des études universitaires. Donc, on a un peu l'idée que on a aussi la distinction école privée et école publique qui a énormément d'influence. Le graphique ici qui était présenté, c'était école secondaire publique et école secondaire privée. Mais on voit un peu, encore une fois, hein, la distinction entre la provenance de ces milieux-là. On voit un peu que les études de cycle supérieur proviennent, encore une fois, essentiellement des écoles secondaires privées, hein, ce qui, encore une fois, pose énormément de problèmes. D'un élément sur lequel je veux qu'on ait un peu d'espoir, parce que je vous dis toujours, mais là, les dés sont jetés à quelque part depuis le milieu de naissance, mais vous savez que ce n'est pas tout à fait vrai. On a vu un peu, il y a la socialisation primaire et la socialisation secondaire. C'est-à-dire que, là, je vous parle en termes de probabilité, hein, de chance, à quelque part. On a vu qu'il y avait quand même des gens des milieux socio-économiques défavorisés qui allaient faire des études universitaires. C'est pour ça qu'on parle en termes de probabilité. Hein? Je crois que c'était Lise qui me demandait au dernier cours, est-ce que la sociologie peut faire des prédictions? C'est un peu ça, on voit un peu qu'on a davantage des probabilités, hein, des chances, si on veut, qu'on peut chiffrer davantage que des certitudes. On ne peut pas dire, tu viens d'un milieu défavorisé, donc tu n'iras pas. Par contre, on peut dire, tu as beaucoup moins de chances, on peut les chiffrer, ces chances-là, qu'un individu issu de milieux plus favorisés. Donc, c'est un peu l'idée de socialisation secondaire. Primaire, on ne peut rien faire. On est dans cette famille-là. On est dans une famille qui peut être, par exemple, défavorisée, qui peut également vivre dans un quartier plus difficile, mais également dans un logement, des conditions de vie également beaucoup plus difficiles. D'ailleurs, l'école à distance a énormément montré ces problèmes-là. Hein? C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde doit avoir un ordinateur en même temps. C'est drôle, dans les écoles privées, tout le monde avait son petit portable, son petit ordinateur portable, et dans les écoles publiques, ce n'était pas nécessairement le cas. On voit encore une forme d'inégalité que la COVID a causée par
rapport à l'éducation. Hein, moi, j'ai une de mes étudiantes qui doit étudier, parce que dans un petit logement, les logements coûtent cher, ils ont comme quelques enfants dans le logement, et elle doit suivre ses cours dans la cage d'escalier de son bloc appartement pour avoir un minimum de silence. Et c'est drôle, dans mon cours avec le groupe dit enrichi, tous les étudiants sont dans leur grande chambre, ou du moins dans leur sous-sol, sont tout seuls, et également ont tous leur ordinateur personnel. Ça a énormément d'influence. Mais revenons un peu sur la socialisation primaire. Donc, milieu socio-économique quand même plus favorisé. Ils vont également apprendre des normes culturelles qui sont beaucoup plus près de ce qui est demandé par le monde académique et scolaire, notamment le niveau de langage, le vocabulaire, mais également la manière de se présenter, la manière également même d'écrire des courriels qui a énormément d'influence. Donc, cet élément-là, mais on sait quand même que la socialisation secondaire existe, c'est-à-dire que on peut quand même faire dévier notre trajectoire en fonction des interactions qu'on va avoir au cours de notre existence. Mais si vous êtes dans un quartier défavorisé avec des écoles plus difficiles, il y a des chances que, là, je parle ici aux mères, que les enfants aient des mauvaises fréquentations. Hein? Vous avez sûrement déjà des fois reconnu, lui, c'est un petit pas fiable, il me semble, j'aime pas que mon enfant se tienne avec. Mais dans les milieux, disons, plus difficiles, il y a plus de probabilités qu'on voit moins, si on veut, surtout dans une école public dans un quartier plus difficile, il y a quand même moins de chances que vous côtoyez des personnes qui ont des 95% et des 100% dans leurs travaux, hein, qui peut avoir un effet d'ascenseur pour cette personne-là. Alors moi, je leur demandais un peu à mes étudiants qui sont en enrichi, est-ce que vous avez déjà eu, mettons, eu dans vos classes du monde qui n'était pas bon à l'école ou des choses comme ça? Ça ne leur est jamais arrivé. Ils ont toujours été dans les groupes enrichis. Ils n'ont jamais eu de personnes qui niaisent dans la classe, qui retardent le groupe, qui s'en foutent de l'école et tout ça. Moi, j'en faisais partie au secondaire. Je m'excuse à mes collègues de classe de l'époque. Eh bien, effectivement, on voit que ça a énormément d'influence, même sur, si on veut, à l'intérieur de la classe. Et même par rapport à la valorisation de l'école. Moi, quand j'étais jeune, c'est pas compliqué. Mon père me disait, toi, je veux juste que tu aies un secondaire 5 puis que tu trouves une job syndiquée. En gros, c'était l'objectif. Si tu as fait ça, c'est correct, tu as réussi, tu as une bonne job, comme disait Yvon Deschamps, hein, une bonne job, une job steady puis un bon boss. Hein, c'était l'objectif à peu près d'une génération, si on veut. Eh bien, mon objectif, c'était secondaire 5. Si tu as ça, mais tu n'as pas le choix de l'avoir, hein, parce qu'on me disait tout le temps, il disait, mais il boit, il faut secondaire 5. C'était comme l'espèce de repoussoir qu'on me donnait. Mais si tu as secondaire 5, c'est absolument légitime. Bon, moi, à l'école, je n'ai pas un milieu qui... Je suis un petit peu, je vais parler un peu de moi-même, mais je ne viens pas d'un milieu qui valorisait particulièrement l'école. C'était un secondaire 5, c'est correct. Idéalement, tu es un gars, va faire un DEP en construction, tu vas faire de l'argent. Hein? C'était un peu la trace qui était déjà mise devant moi. Donc, moi, j'ai fait secondaire. J'étais assez mauvais. J'étais dans les groupes de mesures d'appui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été dans ces classes-là. Dans le fond, c'est de la difficulté à l'école. Fait qu'on donne plus de cours plates. Fait que tu as encore plus de difficultés parce que tu t'intéresses encore moins. C'est un peu ça qui est embêtant. Donc, j'étais dans ces cours-là. Moi, j'avais en gros 59, 59, 59, 64. J'ai l'impression qu'on me donnait 64 pour ne pas me voir l'année suivante. J'ai l'impression qu'on me faisait passer plus que d'autres choses. Donc, toujours passer mon secondaire sur les fesses, à quelque part. J'ai essayé d'aller au cégep, ça n'a pas fonctionné. Hein. C'est assez rigolo. J'enseigne au cégep, mais je n'ai pas mon cégep. Je n'ai pas fait mon cégep. J'allais au cégep comme étudiant adulte, qu'on appelle, 18 ans et plus. Bref, 21 ans et plus, je ne me rappelle plus. Donc, j'ai cette idée-là. En fait, bon, j'ai fini mon secondaire. J'allais faire un DEP en comptabilité. J'ai haï ça. Allez pas en comptabilité. C'est plate pour mourir, mais je l'ai terminé quand même. J'ai essayé d'aller au cégep par 2 fois. Je ne m'intéressais pas. J'ai échoué. Je pense même, oui, il fallait que je donne quand j'étais engagé, il fallait que je donne mon diplôme d'études collégiales. Mais pas mon diplôme, je ne l'avais pas, là. Mais mon relevé de notes d'études collégiales, c'était gênant. C'était gênant. Je pense qu'il y a un cours où j'ai eu 10 %. Là, tu donnes ça à tes futurs collègues. Ça a l'air un petit peu nul, mais passons. Donc, à ce moment-là, je suis allé à l'université. Je dis, je vais essayer l'université. Hein. Pourquoi? Capital social, j'étais en voyage. Qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune? On a 21 ans, on a un petit peu d'argent, mais on n'a pas vraiment de projet devant nous. On fait un voyage pack-sac en Europe. Donc, je suis allé faire un voyage pack-sac en Europe avec un de mes amis
Qu'est-ce qu'on fait qu'on n'a pas d'argent? On fait du pouce. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du pouce? On attend longtemps en tabarouette, surtout quand on est deux gars avec une barbe pas faite puis une apparence un peu louche, si on veut. On a l'air de se sentir mauvais à distance. C'est un peu ce que je veux dire. Donc, évidemment, tu fais du pouce pendant particulièrement longtemps et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon ami avait essayé d'aller à l'école. Puis il dit, tu devrais essayer. L'importance des interactions sociales. Donc, je vais essayer. J'arrive à l'université, je prends des cours aléatoires. Il faut que tu réussisses 5 cours aléatoires. Puis si tu l'as, c'est comme si tu avais fait ton cégep. Il faut 21 ans et plus. Donc, j'essaie ça. Puis moi, au début de mes cours, j'étais encore la même mentalité qu'au secondaire, c'est-à-dire que j'apprenais la veille que j'avais un examen. Non, j'apprenais, excuse-moi, le journée même que j'avais un examen. J'avais des mauvaises notes. Puis, tu sais, quand j'étais jeune au secondaire, je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà été dans cette situation-là. Tu sais, des gens qui trouvent ça cool d'avoir des mauvaises notes. Moi, je trouvais ça cool d'avoir des mauvaises notes, fait que ça ne m'a pas particulièrement aidé. J'étais fier d'avoir eu mon 4% en formation personnelle et sociale en secondaire 4. Eh bien, j'avais encore un peu cette mentalité-là de qu'est-ce que je fais ici, finalement, si c'est pour avoir des mauvaises notes. Puis j'ai du monde qui avait des mauvaises notes. Fait entre groupes, évidemment, tu dis, OK, tu as eu 62, Colin, c'est pas fort. Puis là, j'avais du monde derrière de moi avec qui je jouais au hockey cosum, fruit du hasard, hockey cosum à l'école. Puis ils me disent, voyons, t'es bien nul d'avoir 62, qu'est-ce que tu fais, Caroline? C'est n'importe quoi. En plus, tu n'as pas l'air plus cave qu'un autre. Je suis sûr que si tu dis, tu ne vas pas avoir des bonnes notes et tout ça. Donc, c'est un peu ça la bifurcation de la trajectoire sociale que peut amener la socialisation secondaire. J'ai commencé à me mettre ami avec eux autres, en raison absolument fortuite du hockey cosum. Donc, commencé à mettre ami avec eux autres, commencé à tenir un peu avec eux autres. Puis là, tu as l'idée du renforcement positif. Ah ouais, il y a des bonnes notes. Ah ouais, moi aussi, je vais avoir une meilleure note et tout ça. Ça finit finalement que j'ai eu des excellents résultats parce que c'est souvent une question de milieu social, davantage que d'intelligence ou d'attitude psychologique. C'est ça qu'il faut retenir. Inquiétez-vous pas, je suis quand même qualifié aujourd'hui. J'ai fini, là, je vais faire péter un petit peu. J'ai fini, d'ailleurs, je devrais sortir mes certificats. Ça serait rigolo. J'aurais dû le mettre, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. J'ai eu une belle mention d'honneur pour mes résultats académiques. Pour mon baccalauréat, j'ai fini avec une moyenne d'en haut de 4 sur 4,3, ça va durer 89% en montant. J'ai également été à la maîtrise, j'ai eu quelques bourses, des choses comme ça. Il faut avoir des relations sociales qui permettent ce type de bifurcation-là, de trajectoire sociale. Mais évidemment, après ça, il faut faire attention. Dans mon cas, moi, je ne dis pas j'ai su saisir les opportunités. Dans le fond, je suis vraiment plus intelligent que les autres. As-tu vu les autres qui n'ont pas réussi, ils sont donc bien niaiseux. C'est un peu cette idée-là qu'il faut se retenir d'avoir ce discours-là. On a une société qui surresponsabilise les individus en fonction des échecs et de leurs succès. Dans mon cas, moi, vous vous en doutez bien que parce que je suis sociologue, je sais très bien que c'est un ensemble de circonstances qui ont fait en sorte que je suis dans la situation qui est la mienne aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement en raison de mon travail qui aurait été plus acharné que celui des autres. Également, il faut quand même souligner que j'ai rencontré ma copine lors de la maîtrise et qu'elle m'a appris à écrire parce que j'écrivais particulièrement mal, des longues phrases avec des mots inutiles puis plein d'erreurs. Mais c'est encore une fois une autre personne qui m'a appris à quelque part à rédiger convenablement. Donc, encore une fois, bifurcation de trajectoire sociale. C'est pour ça que j'ai été particulièrement déprimant aujourd'hui, vous en conviendrez, avec la socialisation primaire qui, c'est comme si les dés étaient jetés. Mais il faut retenir quand même la socialisation secondaire. On est toujours socialisé tout au cours de notre vie. Il y a toujours un moyen, des moments de bifurcation de trajectoire sociale. C'est également ce que vous devez également considérer lors d'interventions, de ne pas surresponsabiliser les individus par rapport à leur situation actuelle, qu'il y a un ensemble d'éléments qui est explicatif de leur position sociale telle qu'elle est aujourd'hui et qu'il y a toujours moyen de faire bifurquer ces trajectoires sociales-là. Donc, si un peu sur ce beau message d'espoir, je pourrais continuer encore à parler, mais moi, on dit que je trouvais qu'il y avait une belle fin remplie d'espoir et tout ça. Donc, c'est un peu